Et nous sommes live. Nickel, Et oui, nickel. il y a des gens qui sont enregistrés, qui sont là. Et Emmanuel, notre guest star de la semaine, est là également. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là, mais vous êtes peut-être qu'on vous a coupé les mains, coupé les bras, et vous ne pouvez pas appuyer sur votre clavier, ou alors vous ne m'entendez pas. Bon, moi je suis là en tout cas, donc on pourra discuter Absolument. tous les deux. Absolument. Je vais voir comment le truc fonctionne. Internet marche bien, tout est OK. Et oui, Alexandre nous confirme qu'on nous entend. Parfait, alors on ne va pas attendre, on va commencer. Ce live exceptionnellement va être mis en public d'ici quelques jours sur la chaîne d'Emmanuel et sur la mienne, sur les chaînes YouTube. Donc on va faire attention à ce qu'on dit, comme d'habitude. Tu fais bien de le préciser, Pierrot, parce que bon, voilà. Oh non, on peut dire beaucoup de choses en fait sur YouTube. Il y a juste 2-3 sujets, sauf qu'on ne sait jamais lesquels à l'avance, sur lesquels ils sont un peu sensibles. Et donc, on va faire. Bah, tu sais, je pense qu'on pourra dire de moins en moins de choses, hein, parce qu'on voit quand même que quelque part la censure se perd. De plus en plus, l'étau se referme inexorablement. Exactement. Voilà quoi. Bien, alors allons directement dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Emmanuel, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Ok, eh bien écoute, Emmanuel Ackermann, à la base coach sportif. J'ai été un des premiers à importer en France les méthodes de kickboxing et de mélange fitness dans les années 2000. On a à peu près le même âge, hein, Pierrot, tous les deux, voilà, pour situer un peu la personne. Ensuite, j'ai lancé une maison 25 ans, d'édition. on les porte bien nos 25 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, écoute, bon pied, bon oeil. Et donc, j'ai lancé une maison d'édition en 2009 avec un ouvrage sur l'entraînement en musculation poids de corps. J'ai toujours eu les doubles casquettes, si tu veux, on va dire fitness, préparation physique et arts martiaux. Donc, j'avais un club à l'époque où je préparais les gens à la compétition, les gens au passage de grade, etc. Voilà, donc j'avais ces deux casquettes et puis cette volonté aussi de transmettre. Il y a une partie créa, hein, personnelle. Hein. C'est vrai que j'aime bien aussi me réaliser à travers des créations un peu différentes. Donc effectivement, j'ai sorti des ouvrages chez Amphora, l'éditeur sportif. J'en ai sorti deux, un ouvrage sur le fitness kickboxing en 2005 et puis ensuite Bunkai Kata, qui était un ouvrage qui me tenait à cœur parce que c'était un peu le résumé de, à l'époque, mes 20 ans de pratique en karaté. Où on abordait les techniques de combat et de self-défense sur la base des katas, tu sais, donc ces enchaînements préchorégraphiés qui nous sont hérités des maîtres anciens, voilà. Donc, puis après, j'ai monté ma maison d'édition en 2009 sur un ouvrage et une série d'ouvrages que j'ai appelé Elemental Collection, donc qui était si tu veux, un groupe d'ouvrages que je voulais complet sur la préparation physique. Donc, j'ai commencé sur l'entraînement au poids de corps. J'ai continué avec l'entraînement en puissance et l'utilisation de kettlebell. J'ai sorti le premier ouvrage en français qui présentait l'entraînement avec kettlebell dans les années 2010. Et puis en 2011, je crois, 2010-2011, j'ai sorti Cardio Force, qui était une version, si tu veux, bon, ça a surfé un peu sur la vague du CrossFit, mais c'était pas exclusivement ça, hein, parce que bon, il y a le côté hype, mais il y a à la base des outils de préparation physique. Donc, Cardio Force, c'était un peu ça aussi, travail en intervalle training à haute intensité. Et puis, entre-temps, il y a la vie qui passe là-dessus. Si tu veux, j'avais prévu de sortir un quatrième ouvrage qui était centré un peu plus sur le travail interne, sur le travail si tu veux, une forme de yoga, mais occidentalisé, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est étirement, travail interne, etc. Et puis, j'ai développé l'ouvrage avec une approche sur la psychologie, sur plein de choses. Et c'est devenu Sanshin, que tu connais bien, oui, puisqu'on s'est rencontrés sur la base de cet ouvrage. Je te l'avais offert quand on s'est vu la première fois. Et donc, c'est plus vraiment un ouvrage de développement personnel, j'ai envie de dire, au sens large. Alors bon, c'est vrai que le développement personnel, on en entend parler un peu à toutes les sauces. C'est un peu comme la spiritualité. J'aime peut-être pas trop ces mots-là. Bon, ça permet de cadrer un peu le sujet, mais à la base,
Si tu veux, ma voix, c'est plus celle de la souffrance, j'ai envie de te dire, parce que à l'image de la vie, hein, on passe tous par des caps un peu difficiles et finalement, il y a comme ça, lorsqu'on se fait botter le cul, qu'on progresse, tout simplement. Alors que quand on parle de spiritualité ou de développement personnel, on imagine des gars qui sont un peu dans le coton et puis qui se font un peu bourrer le mou avec des gourous et qui vont devenir milliardaires. Donc, c'est pas ça l'idée. C'est l'histoire de comprendre vraiment comment on fonctionne et puis se confronter à la matière, parce que c'est ça qui nous intéresse ici et maintenant. Et puis par la suite, si tu veux, j'étais dans une période de remise en question totale au niveau de ma vie. Et puis, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Je suis allé un petit peu plus loin. Je me suis dit, tiens, puisqu'on est dans la boîte à caca et qu'on a ouvert tout ça, on va fouiller un peu dans la psyché, on va fouiller dans la psychologie, on va fouiller dans nos biais cognitifs perso, parce que souvent, les problèmes qu'on rencontre, eh bien, on les crée soi-même, tu vois. Donc, il faut une part d'honnêteté vis-à-vis de ça. Et puis j'ai ouvert à l'extérieur. Je me suis dit, tiens, on va voir un peu le système politique, tout ça, essayer de comprendre l'environnement dans lequel on est. Et là, j'ai pas été déçu. Donc, si tu veux, depuis, on va dire, 2013, 2014, alors j'avais déjà quand même, j'étais un petit peu alerté quand même, si tu veux. Moi, je viens de l'Est de la France, donc si tu veux, les bobards du gouvernement à l'époque de Tchernobyl, bon, voilà, ça laisse des traces quand même. Hein. Une fois que tu te fais couiller une fois, si tu veux, tu fais attention à la suite. Donc, j'étais quand même un peu alerté. Mais j'ai vraiment creusé à ce moment-là. Donc, je me suis intéressé à ce qui fait tourner le monde. Alors, je savais déjà qu'il y avait la soif de pouvoir, le sexe, mais au centre de tout ça, il y a le pognon. Donc, quand tu veux comprendre vraiment ce qui se passe, eh bien, il faut que tu te mettes le nez dans la machine économique, dans la machine financière. Voilà. Et puis, si tu veux, c'est vrai qu'on a eu la chance quand même d'être à une époque où on a eu relativement, l'opportunité d'avoir pas mal de liberté avec Internet. Donc, on a eu beaucoup de discours qui sont sortis. Alors, il y a du bon et du mauvais, bien sûr, hein, mais quand tu as une méthode de travail intelligente, ça te permet quand même d'avoir accès à des cerveaux qui sont bien faits, à des gens qui ont une vision alternative de la vie, qui vont te proposer d'autres voies. Et donc, j'ai finalement, à l'issue de ce processus, décidé de tout vendre et de me rendre le plus mobile possible, parce que je me suis dit, il y a un truc qui va nous tomber dessus à terme. Voilà, alors on voit bien l'évolution. Hein. À la base, j'ai fait des études d'histoire en parallèle avec les études sportives. Donc, je suis un peu habitué quand même à étudier ce qui se passe dans l'histoire et voir ce qui se passe. Et donc, on voit bien quand même où tout ça nous mène, si tu veux. Donc, en 2018, 2018, j'ai vendu les derniers trucs que j'avais et puis je me suis rendu mobile. Je suis parti, je me suis expatrié en Bulgarie. Alors, à la base, c'était pas forcément le choix du cœur, si tu veux. C'était un peu raisonné. Il y a un moment, tu sais, dans ta vie, des fois, tu as envie de tout fermer. Enfin, tu gardes l'essentiel. Donc, il y a des bases que, évidemment, je conserve envers et contre tout. Et puis, il y a des choses que tu as envie de changer. Alors, tu te dis, tiens, je me barrerais bien à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Mais bon, après, il faut être un peu raisonnable, quoi. Tu vois, j'ai des enfants, j'ai ma famille en zone européenne. Donc, bon, c'est facile. Tu vois, il y a l'avion, tu peux faire des allers-retours. Tu vas en France, tu peux bouger plus facilement. Et puis, bien, on a pris parce que, si tu veux, 2020, je fais pas un dessin, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ouais. Et à l'époque, si tu veux, j'ai remercié le bon Dieu, j'ai remercié mon sixième sens, parce que vu mon tempérament, grosso modo, une fois que j'ai revendu un peu tout le bordel, j'aurais été amené, si tu veux, à acheter, une franchise, enfin pas une franchise, mais j'aurais monté une salle de fitness, sport, karaté, arts martiaux. Et là, je l'aurais hyper mal vécu, si tu veux. Voilà, qu'un gouvernement m'oblige à fermer, et puis après, en me disant, si, tu peux ouvrir, mais enfin, toutes les conneries qui nous ont sorties, si tu veux, tu peux pas prendre de douche, il faut que tu t'entraînes avec un masque, machin, enfin, ça aurait été une cata. Et ça n'a pas été le cas, parce que j'ai vécu vraiment cette période-là. Bon, j'ai eu quand même des problèmes perso, hein, comme tout le monde. Mon père est décédé à ce moment-là, ça a été compliqué. Le fait de se sentir enfermé comme ça, c'est un truc que je supporte pas. Si tu veux, moi, le côté Netflix, je fais du pain, je profite de la télé, non, ça va pas, tu vois. Je l'ai ressenti dans ma chair, quoi, le fait d'être enfermé, de subir un truc qui était pas normal, tu vois, vraiment pas normal. Et puis j'ai pris des informations dès le début, avec des sources évidemment d'informations alternatives. Dès le début, je savais que c'était une couillerie, hein, très clairement. Alors pas au niveau de la dangerosité du virus, ça je savais pas.
Donc, il y a toujours, effectivement, au début, tu fais attention, il y a un principe de précaution, mais je savais dès le départ que c'était une arnaque. Et évidemment, tout le flot d'événements qui ont été déversés par la suite, si tu veux, comment dire, pour moi, il y a une rupture très nette qui s'est opérée. Je veux dire, par exemple, si tu veux, en tant qu'étudiant en histoire, je m'étais toujours posé la question de savoir comment un peuple comme le peuple allemand, à un moment donné, aurait pu se laisser embobiner par Hitler et le nazisme, etc. Voilà. Après, les choses maintenant, évidemment, sont beaucoup plus subtiles que tout ça, mais quand même, à la base, tu te dis, bon, il y a quand même un peuple, ils ont fait des trucs, machin. Bah, aujourd'hui, je sais. Voilà, je sais. C'est très facile d'emmener une population avec la peur, la manipulation, avec des manipulations en plus très, très basiques. Au final, tu lui fais faire n'importe quoi. Et on a tous notre point de rupture. Tu as des gens qui, effectivement, tu vois des petites nanas qui ont l'air de rien, qui vont rester positionnées, campées sur leurs deux pattes, qui vont risquer leur carrière, qui vont risquer qui vont risquer leur vie établie en général, hein, avec un remboursement de maison, etc. Mais ils vont rester debout, ils vont dire non, puis t'en as qui vont se coucher très vite parce que ils peuvent pas aller manger une entrecôte en terrasse, quoi, tu vois. Et donc on a des surprises. Et ça rejoint un peu ce que je crois d'un point de vue spirituel, c'est qu'on est ici pour se confronter à des choses difficiles et que c'est qu'en les surmontant que déjà on apprend à se connaître soi et qu'on grandit, voilà, tout simplement. Mais bon, ça a été une période quand même pas évidente et je pense que c'est la porte d'entrée de la suite parce que évidemment ça va continuer et on est d'accord là-dessus, je pense, ça s'accélère. Donc voilà, il faut se tenir prêt, quoi, avec différents outils dans différents domaines, en fonction de sa personnalité, de ses possibilités. Mais bon, il faut avoir les yeux bien ouverts, quoi. Mmh. Voilà un petit peu pour résumer, on va dire. Alors, tu as une chaîne YouTube qui ajoute à ce que tu as décrit. Tes livres sont excellents. Je les ai presque tous. Je les ai lus, je les pratique quand j'ai du temps. Tu as également, justement, on va en parler. En fait, avant de parler de ton dernier livre, justement, tu as également des formations en ligne. Tout à fait. Dont je mettrai le lien ci-dessous. On en parlera peut-être plus tard. Mais alors, allons justement dans ce dernier livre que tu viens de sortir et que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'en faire la préface. À l'origine, si je ne m'abuse, il y a ce fameux agenda 2030. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton livre en commençant peut-être par cet aspect-là? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une élucubration? Est-ce que c'est un complot, une théorie du complot? Ou est-ce que c'est quelque chose qui existe, l'agenda 2030? Si tu veux, après, voilà, les vocables, on peut complotiste. J'écoutais une interview d'Orion Code la dernière fois, la généticienne, qui disait qu'elle avait regardé un petit peu autour d'elle et s'est aperçue que le mot complotisme et complotiste a été inauguré par la présidence de Macron. Avant, ça n'existait pas, ce mot, si tu veux. Donc, bon, voilà, c'est un peu comme tout le reste, tu vois. C'est comme les vax qui sont arrivés pour les gamins. Il y en avait 3 avant, maintenant il y en a 11. Enfin, non, écoute, très honnêtement, tout ça s'est posé sur la table depuis très longtemps. Je veux dire, il suffit d'aller regarder sur les sites internet du World Economic Forum, d'écouter les gens quand ils disent des choses. Voilà, cet agenda, il transpire depuis des années. Le nouvel ordre mondial, c'est pas un fantasme. Il y a plein d'hommes politiques qui l'ont évoqué, en France évidemment, aux États-Unis, bien entendu. Donc, si tu veux, après, c'est peut-être l'interprétation qu'on peut en faire. Moi, ça me fait sourire parce que si tu veux, quand on regarde le programme du World Economic Forum, quand on voit la petite pastille, tu sais, qui leur sert d'emblème, bon, bah voilà, c'est un arc-en-ciel, tu vois. Donc, c'est assez représentatif de notre époque, je trouve, où on t'amène la tyrannie, le totalitarisme, avec un ourson rose bonbon qui est prêt à faire la promotion de l'inclusivité, tous ces trucs-là. Alors, ça a l'air bien sur le papier, ouais, sauver la planète, sauver le climat, sauver tout ça. Mais au final, quand on voit comment ça se matérialise concrètement sur le terrain, et surtout on observe ça sur le temps long, c'est-à-dire en regardant un petit peu l'histoire, hein, puisque après c'est des tendances. Moi, j'aime bien faire souvent la comparaison avec la bourse. Tu sais, tu as différents time frames, tu regardes
à la minute, tu regardes à l'échelle de la journée, souvent c'est le chaos. Puis après, tu passes en weekly, c'est au niveau de la semaine. Et là, tu vois des courbes qui se dessinent. Et là, c'est le temps long. Puis après, tu passes au niveau du mois, au niveau de l'année, et puis, voire même sur une centaine d'années, là, tu as des datas, qui sont vraiment révélateurs d'une tendance lourde de fond. Et là, ça monte pas. Donc, effectivement, est-ce que c'est un fantasme? Non. Le seul truc, c'est que ça nous est présenté sous des... Enfin, je veux dire, la tyrannie, c'est plus un mec qui arrive avec des moustaches et puis des bottes en cuir, puis qui te dit ça va être comme ça, quoi, tu vois. Mais au final, ça revient à ça. Ça revient à ça. Voilà. Donc, on a eu un avant-goût en 2020 avec le Coco Circus, et ça va continuer. Je veux dire, à chaque fois, pourquoi? Alors, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que l'homme n'évolue pas. Voilà. Tout simplement, l'homme, en général, est mu par les mêmes forces depuis des milliers d'années. C'est le désir de pouvoir, c'est le sexe, le pouvoir, l'argent. Enfin, je veux dire, tu utilises ce triptyque-là et tu vas pouvoir démonter, on va dire, la quasi-totalité des actions humaines. Donc, tu vas avoir un beau discours en paravent. Et puis, quand tu regardes un petit peu dans le détail, tu t'aperçois que la mise en œuvre, elle est pas pareille. Parce que si tu veux, moi, je veux bien sauver le climat. Maintenant, les mecs qui te font la promotion de tous ces trucs-là, alors je parle pas évidemment des clones de bas niveau qui n'ont rien compris au film et qui font le relais de tout ça. Je creuse pas, mais je te parle des gens qui sont au-dessus. Les mecs, ils ont tous, je sais pas moi, 15 baraques, 50 voitures, 15 jets privés. Et ils sillonnent la planète pour faire la promotion de ce truc-là. Donc, quelque part, c'est quoi encore? C'est un instrument de domination pour asseoir l'autorité de ceux qui ont beaucoup et puis qui veulent conserver par rapport à la masse qui s'éveille un peu plus ou moins, puis qui commence à s'agiter parce que le cycle économique, le cycle civilisationnel est en train de se retourner, comme ça s'est déjà produit dans l'histoire à de nombreuses reprises. Et que, évidemment, si les tables peuvent commencer à tourner un petit peu, il ne s'agit pas de se faire éjecter, quoi. Voilà, c'est tout simple. Donc, ce fameux agenda 2030, non, il existe, bien évidemment, mais on va te proposer l'inclusivité. Alors, c'est quoi l'inclusivité? C'est le wokisme. Alors, je t'interromps simplement. Mais... Je vais juste interrompre peut-être pour donner l'origine. Alors, en fait, l'agenda 2030, c'est quelque chose qui nous vient des Nations Unies. C'est donc une proposition de 17 objectifs pour un développement durable et qui sont appliqués. Vous trouverez, pour ceux qui nous écoutent, l'application de ces objectifs, en tout cas la présentation de ces objectifs dans tous les sites. Il y a le site de la Confédération suisse qui est une page là-dessus, il y a un site du gouvernement français, etc. Et ces 17 objectifs pour le développement durable, donc ça s'appelle des ODD, ont été fixés et sont censés couvrir les enjeux voilà, donc je ne sais plus, ça fait déjà quelques années qu'ils ont été publiés. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est si on les regarde, qui peut être contre? Il joue sur des choses, sur des émotions bienveillantes. Par exemple, le premier, pas de pauvreté. Alors évidemment, si on dit à quelqu'un, est-ce que tu es pour la pauvreté? Personne ne va être pour la pauvreté. Alors encore faut-il la définir. Qu'est-ce qu'on entend par pauvreté? Qu'est-ce qu'on entend par... Alors l'objectif précisément, c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Moi, avec un objectif comme ça, je dépense tout l'argent de tout le monde. C'est super vague. Qu'est-ce qu'on entend par pauvreté? Est-ce que c'est une pauvreté relative? Est-ce que c'est une pauvreté absolue, etc. Deuxième objectif, par exemple, faim zéro. Mais qui est pour la faim? Non, tout le monde va dire, oui, je suis pour la faim zéro. Alors, éliminer la faim... Alors, éliminer la faim, déjà, bonne chance. Déjà, je ne sais pas comment tu fais, parce que, bon, mais enfin... Ça fait du monde, oui. Ça fait du monde quand même. Et puis, moi, il m'arrive plusieurs fois par jour d'avoir faim. C'est des phases de hypoglycémie, enfin bref. C'est comme la guerre contre le terrorisme ou la guerre contre je sais pas moi, contre des éléments qui sont cycliques dans la journée, par exemple la faim. Assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Mais personne ne peut être contre ça. Par exemple, 3, bonne santé et bien-être. Mais qui est contre la bonne santé et le bien-être? Alors évidemment, quand on ira dans le détail, on verra qu'il s'agit de vaccins, de beaucoup de médicaments chimiques, etc. Élément numéro 4, par exemple, éducation de qualité. Mais qui est contre une éducation de qualité?
Alors évidemment, on a vu les résultats d'une éducation de qualité sur les 40 dernières années dans les pays occidentaux. Ça a super bien marché, leur éducation de qualité. On est devenu de plus en plus débile, décadent, on a arriéré sur les maths, on ne maîtrise même plus notre propre langue. Ensuite, objectif numéro 5, alors ça se corse un peu, égalité entre les sexes. Bon. Il faudrait déjà les définir. Voilà. C'est problématique. Il y en a 250 maintenant. Et donc, tu vois, par exemple, 7, énergie propre et d'un coût abordable. Mais qu'est-ce qu'on entend par propre? Tu vois, donc c'est très vague. Et par exemple, 8, travail décent. Mais c'est quoi un travail décent? Et croissance économique. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire des croissances économiques avec des raréfactions de ressources? Par exemple, objectif numéro 12, consommation et production responsable. Donc ça aussi, c'est extrêmement vague. Donc c'est un peu comme... ça me fait beaucoup penser au modèle communiste où on nous dit, nous, ce qu'on veut, à terme, c'est vivre dans le paradis du prolétariat. Bon, à chacun selon ses besoins et à chacun selon ses capacités. Oui, mais ça ne veut rien dire parce que qui décide? Donc à la fin, cet agenda 2030 qui nous vient des États-Unis, il se décante et il ruisselle dans les différents pays, puisque ça a le tampon des Nations Unies, ça a un tampon à la fois d'une autorité morale et une autorité physique, puisque tout État dit « Ah, mais on est bien obligé de faire ça, puisque ce sont les Nations Unies. Si vous êtes contre les Nations Unies, c'est que vous êtes contre la démocratie, c'est la volonté de milliards de personnes sur Terre. » Et donc, il y a ensuite une conjugaison de ces objectifs par des différents ONG, par des différents groupes, comme effectivement, tu mentionnes Davos, qui ensuite prennent les libertés de définir ce qu'ils veulent à partir de ces objectifs. Alors, on peut ensuite... Moi, je les conteste, les 17 objectifs. Moi, je ne suis pas contre la faim dans le monde. Je ne suis pas contre... Tout ça, c'est à jeter parce que ce sont des choses... C'est comme la justice sociale, c'est quelque chose qui ne peut pas être défini. Et donc, il faut le rejeter farouchement. Si quelqu'un me dit, mais est-ce que tu es pour la faim dans le monde? Moi, je dis oui, je suis pour la faim dans le monde. Je ne vais même pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qu'on... Non, il faut éliminer ce genre d'objectifs. Le problème, c'est que ça transpire de bons sentiments, si tu veux. Le souci, c'est qu'il faut juste gratter un petit peu le vernis et puis voir déjà quelles sont les mises en œuvre, qu'est-ce que ça recouvre comme mise en œuvre derrière. Enfin, et puis derrière, pour moi, ça pue la manipulation encore une fois. Enfin, je veux dire, je prends juste un exemple. La dernière fois, j'étais sur Instagram et je vois un post de Richard Branson, le milliardaire, tu sais. Donc, il était assis à une table, il était en train de signer des trucs pour le climat, machin, etc. Donc, dans sa région, tu sais, parce qu'il est dans les îles, machin, là-bas. Donc, ok, très bien. Puis alors, tu sais, tu remontes le film et t'as pas à faire grand-chose. Hein. 2-3 photos plus haut, et là, tu tombes sur une vidéo, mais alors de folie, où tu vois 2 ou 3 bateaux de croisière, mais alors, c'est des tours jumelles aux États-Unis, tu vois, en étage, c'est immense. Dans le soleil couchant, tu vois, où il fait la promotion des bateaux de croisière Virgin. Alors moi, je veux bien, mais enfin, ça tourne pas aux éoliennes, ces trucs-là, tu vois. Donc, c'est toujours la même chose. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, je pense que si les gens regardaient attentivement ce que font réellement les hommes politiques, entre autres, hein, et non pas ce qu'ils disent, on aurait peut-être moins de problèmes. Mais bon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est effectivement, tous ces points-là, ils transpirent les bons sentiments et surtout, ils te verrouillent mentalement parce que on te oui, si tu n'acceptes pas, tu es un salaud. Ah, tu es pour la fin dans le monde. Enfin, je veux dire, tu es contre ce point-là, tu es contre... Voilà, c'est un piège en fait. C'est un piège, c'est de la manipulation pure. Exactement. Voilà, parce qu'il faut gratter un minimum. Donc, voilà, donc toi, tu es parti de cette constatation et puis aussi des intuitions, parce que nous le savons, tu nous as fait remarquer à quel point nous sommes encore jeunes et fringants, mais enfin, avec l'expérience que nous avons, en général, on a quand même un peu de jugeote et on sait, avant même, parce que parfois les gens me disent « Oui, mais quels sont tes chiffres? Prouve-le-moi. » Moi, je dis « J'ai pas à le prouver, je le sais. » Et on est passé à un âge où nous avons ces intuitions qui sont très fortes parce qu'elles sont basées sur
une analyse de notre expérience, et on nous l'a fait plusieurs fois, comme tu l'as dit. Et puis un ressenti aussi. Tu sais, j'en ai parlé dans Sanshin. Alors moi, j'aborde ça aussi par l'intermédiaire des arts martiaux, mais après, tu as aussi, ça dépend du tempérament et de la personnalité des gens. Il y a des gens qui ont une finesse pour capter les choses. Et effectivement, alors moi, je l'ai noté un certain nombre de fois par l'intermédiaire des arts martiaux. Il y a quelque chose d'autre. Et dans ce domaine-là, quand tu fais fi de tes biais psychologiques, quand tu fais fi notamment de ton confort et de ton mental qui te dit mais non, reste au chaud, ça va bien se passer, et que tu fais confiance à tes tripes, tu as le courage de faire confiance à tes tripes, bah, tu te rends compte que il fallait parce que on a en nous codé depuis, je pense que c'est depuis l'origine de l'humanité. C'est-à-dire, on est le produit génétiquement de gens qui ont réussi à survivre à travers les siècles, à travers les guerres, à travers les pandémies, les vraies, hein, à travers les maladies, etc. Et on a ce bagage-là au fond de nous. Il suffit de le réactiver pour avoir un semblant d'instinct de survie, ce qui semble manquer beaucoup à beaucoup de nos contemporains, j'ai l'impression, parce qu'ils sont passés par des trucs. Mais voilà, donc effectivement, comme tu le dis, il y a l'âge, il y a l'expérience, et puis il y a aussi ce ressenti. On n'a pas besoin non plus parfois d'avoir des chiffres. Il faut savoir réagir vite. Tu sais, le cerveau, il n'est pas fait pour penser à la base, il est fait pour agir, pour te faire réagir, pour te sauver la vie. Parce que si tu es dans une situation difficile, des fois, on n'a pas le temps de réfléchir. Et la réflexion peut nuire même à ton action. Tout à fait. Donc effectivement, la sensibilité et l'intuition a une part hyper importante dans tout ça, je pense. Il faut savoir que neurologiquement, l'intuition, je pense que tu le mentionnes dans Sanjin, en tout cas, c'est clairement quelque chose qui, pour le coup, on a les chiffres et c'est scientifique. Le cerveau réagit à son intuition, je crois que c'est 20 000 fois plus rapidement qu'avec la réflexion. C'est-à-dire que tes sens te donnent des alertes 20 000 fois plus vite. Donc, c'est des fractions de secondes, bien plus vite que les 2 ou 3 secondes qu'il faut pour ton esprit conscient de se dire « Ah, mais là, il y a un danger ». Donc, il faut écouter. Il faut écouter en général nos instincts, surtout si ils ont une bonne... Moi, j'écoutais, j'étais en Italie il y a quelques jours, j'entendais une dame qui était en train de parler à ses copines au supermarché, donc une dame d'une 60aine d'années, peut-être un peu plus, et qui disait « Oulala, moi je ne le sentais pas, ce vaccin. Les 2 premières fois, j'ai fait Pfizer. Qu'est-ce que j'ai été malade? Et bon, la 3e fois, j'ai quand même changé, j'ai fait Moderna. » Et donc là, on voit aussi le problème, c'est elle a eu un bon instinct. Elle s'est dit « Je me méfiais. » Et puis ensuite, elle a fait 3 fois la connerie, malgré le fait qu'elle était malade, donc son corps l'a averti, etc. Donc, il y a un travail à faire sur l'écoute de soi, sur l'écoute de tout ça, parce que malheureusement, nous sommes dressés comme des animaux à supprimer nos instincts. Et ça, c'est un sujet dont tu traites dans ton livre. Ah oui, bah moi mon cheval de bataille, c'est celui-là. C'est-à-dire que avant de vouloir faire 15 000 trucs, d'en vouloir à 15 000 personnes, le boulot, il commence par toi. C'est évident, parce que si tu veux, quand tu as affaire à quelqu'un un escroc, par exemple, le rapport maître-esclave, pourquoi il y a un maître? Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui accepte d'être esclave. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu te fais avoir, tu sais, je ne sais plus qui a dit ça, un de nos penseurs célèbres du XVIIIe siècle, quand on en avait encore, qui disait « L'infortune vient toujours de notre propre faiblesse ». Et ça, c'est quelque chose à méditer. L'infortune vient toujours de notre propre faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un potentiel de développement personnel, un boulot à faire sur toi. Bah, on est tous pareils, hein, on fait des erreurs, machin, des fois on se fait avoir, des fois on a affaire à quelqu'un qui est plus fort que nous. Bah, il s'agit de prendre sa perte et de construire sur cette base-là en se disant ça ne se reproduira plus, parce qu'un sportif de haut niveau, bon, bah, il fait une erreur, tout le monde fait des erreurs, mais il va la faire qu'une fois. Voilà. Il ne peut pas se permettre de faire 2 fois la même erreur. Et quand tu fais un combat, par exemple, l'erreur, elle peut te coûter cher. Je veux dire, moi j'ai eu un exemple que j'ai relaté dans Sanshin, et je vais faire le lien avec ce que tu dis par rapport au fait qu'on soit domestiqué,
fasse plus vraiment attention à son instinct, parce qu'en fait, on est dans des cadres légaux, des cadres civilisationnels, des normes, etc. Et si tu n'arrives pas à balancer tout ça, tu as une mauvaise lecture de la situation, une mauvaise lecture de la chose. Je donne juste un exemple. J'ai fait, il y a des années, quand je faisais de la compétition, j'étais dans un championnat. Ça commençait à partir un peu fort. Puis, tu sais, en karaté, on est censé y aller à la touche. Alors, enfin, ça, c'est un vœu pieux, hein, parce qu'à l'époque, on avait des mitaines de 1 cm. Donc, il faut savoir, des fois, ça tapait fort. Mais enfin, en tout cas, au visage, on était censé contrôler. Bon, il y a toujours un peu de sang, mais bon, on est censé contrôler. Et là, on était à un championnat universitaire. Et ça commence à partir un peu fort. Et l'arbitre nous dit, les gars, on se calme, on n'est pas au championnat de France. Et moi, gentil comme tout, boum, j'ai baissé mon intensité, si tu veux. Donc, on s'est remis face à face, comme ça se passe, hein, sous forme d'assaut en karaté. Et moi, j'ai baissé en intensité. L'arbitre a relancé le combat et l'autre était resté au même niveau d'intensité. Il m'a foncé dessus, m'a pété le nez. Voilà. Alors, j'ai fini le combat, j'ai gagné parce que j'avais des points d'avance. Puis lui, il a eu une pénalité. Puis je me suis retrouvé aux urgences le soir avec un nez en vrac. Les yeux qui pleurent parce que tu vois plus rien, machin, etc. Mon premier réflexe, ça a été de me dire, putain, quel salaud, quoi, tu vois. Il a pas suivi les règles. Et ça a duré une fraction de seconde. Mmh. La fraction de seconde suivante, je me suis dit, putain, mais quel con. Et ça, c'était pour moi. Parce que si j'avais été dans la rue, je pouvais y rester. Parce qu'une fois que tu as le nez éclaté, tu perds une fraction de seconde, il peut enchaîner, le mec. Tu vois plus rien parce que tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi qui pratique à la base le karaté dans une optique de développement personnel et puis de quelque chose de concret, tu vois, j'ai pas envie de me raconter des histoires. Pour moi, c'était impensable que je me sois fait et c'était de ma faute. C'était de ma faute. On peut dire, oui, il a pas suivi les règles, il n'a pas écouté l'arbitre. Non, c'est du bullshit, tout ça. J'ai baissé ma garde. Point barre. Voilà. Donc, j'ai pris ma perte. Je me suis dit, ça ne se reproduira plus jamais. Alors après, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je me reprogramme. Tu sais, quand tu prends un coup sur le nez, tu as tendance à tourner un peu la tête en attaquant. Enfin, je me suis reprogrammé. Voilà. Donc, mais j'ai pris ma perte et je me suis dit, ça ne se reproduira plus jamais. Et j'ai prié, j'ai remercié le ciel en me disant, ouais, heureusement que c'était là, sur une aire de compétition, on était entre nous, avec un arbitre qui dit stop et tout, tu vois. Voilà, je me sois pas fait avoir dans la rue. Je sais pas, moi, tu te promènes, tu es avec ta nana, puis ta nana dit, ah non, tu sais, elle veut éviter le combat. Tu baisses ton intensité, puis là, ça peut être fatal. Donc non, tu vois, il faut. Et je pense que les gens sont domestiqués. Voilà, ils sont pas civilisés, ils sont domestiqués, donc ils font plus confiance ni à leur instinct, ils croient à la légalité, ils croient à toutes ces conneries-là, et puis après ils pleurent, tu vois, c'est-à-dire ils comprennent pas, tu vois, on les retrouve dans la rue à faire des manifs, machin, etc., alors qu'ils reproduisent un cycle perpétuel, parce qu'ils font confiance à un système, un machin, alors qu'ils devraient plus se rattacher à des choses naturelles et faire le distinguo entre les deux. Tu vois, il faut réfléchir à ça en se disant, oui, ok, c'est pas légal, mais ça peut me sauver la vie. Tu vois, il faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, c'est ce que je veux dire par rapport à ça. Tu sais, les forces armées ont toutes des slogans. Et le slogan, le motto de l'armée, de l'infanterie suisse, je crois que c'est le même dans les forces armées israéliennes, mais ça, il faudrait confirmer. Mais c'est le suivant, toujours tricher, toujours gagner. Et en fait, voilà, c'est qu'en amour et en guerre, il n'y a pas de règle. L'objectif, c'est ce qui compte. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour la chevalerie, l'honneur, etc. Certes, ça a sa place, mais à condition qu'on gagne. Et voilà. Maintenant, bon, c'est ta vie qui est en jeu. Tu as effectivement un devoir de te défendre, de défendre les tiens. Et justement, comment se défendre face à ces agendas 2030 qui sont aujourd'hui de manière flagrante pour ceux qui ont un minimum d'écoute de leurs instincts et de leur intuition, qui sont des manières hypocrites pour en réalité nous imposer une dictature qui dans l'histoire, les dictatures ne durent jamais, hein, mais en tout cas qui risque d'être assez difficile dans ces premiers temps et dont on commence à ressentir les prémices et dont le cinéma et la littérature, mais le cinéma nous a beaucoup alerté à ça. Le cinéma nous a montré énormément de potentielles dictatures technologiques
depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années. Bah, on y va tout droit. De toute façon, on a bien vu, si tu veux, pendant le Coco Circus, on a eu l'impression qu'ils avaient relu 1984, quoi. Tu vois, l'histoire des 100 km autour de la zone, enfin, toutes ces conneries-là. La surveillance de masse, etc., etc. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on est à la croisée entre 1984, le meilleur des mondes, Matrix. Bientôt Soleil Vert. Bientôt Soleil Vert, effectivement. Ça commence par les insectes et puis ça continuera par Papy Mamie. Ah, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr, ça sent pas Absolument. bon. Mais... Voilà. Après, comment se défendre face à ça? Et je veux dire, il faut, encore une fois, faut être. Moi, si tu veux, alors, tu parlais de la chevalerie tout à l'heure. Moi, je suis favorable à ces notions de chevalerie, justement. Je suis favorable. La seule chose que je dis, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Je veux dire, quand tu es dans un combat rituel, tu n'es pas là pour arracher la carotide du mec avec tes dents. Parce que c'est un combat ritualisé. Quand tu es dans un combat de survie, de toute façon, normalement, tu n'as même pas à réfléchir. Tu fais parler l'animal qui est en toi et tu dois être capable de faire tout ce qui t'est possible pour te sortir de la situation. Ce qui ne te dispense pas, effectivement, d'avoir un esprit chevaleresque et de cultiver ce qui fait la beauté de notre civilisation occidentale, tu vois, à la base. Maintenant, ça, c'est important parce que ça permet de se rattacher aussi à la spiritualité. Et c'est pas une spiritualité de bazar, c'est une forme d'ancrage. Si les gens étaient un peu plus spirituels, il y a des choses qu'ils feraient pas. Si tu veux, en Bulgarie, qui est un pays qui est, on va dire, en retard, hein, dans le bon sens du terme par rapport à l'Europe de l'Ouest, l'enfant est sacré. Et ben, j'ai l'impression, moi, quand je vois ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest, que ce côté sacralisé de l'enfant, il disparaît de plus en plus. Et avoir un bon ancrage spirituel comme ça empêche de faire des conneries. Ça empêche de se laisser bourrer le mou par des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien. Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on fait et de savoir, effectivement, de mesurer les enjeux de tout ça. Si les gens étaient un peu plus éveillés, cet agenda ne pourrait pas se déployer parce que, si tu veux, toutes les personnes qui sont au poste aujourd'hui font la promotion de ce truc-là. Donc, depuis des dizaines d'années, on ne se serait pas fait manipuler comme ça et on aurait limité la casse. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut être lucide. Hein. Ils ont une emprise qui est énorme. Maintenant, moi, je crois beaucoup à la loi des cycles. Je crois effectivement qu'il y a toujours quelque chose qui concourt à rééquilibrer les forces. Hein. C'est comme ça. Maintenant, à titre individuel, effectivement, il faut un putain d'ancrage parce que tu peux pas te dire toutes les solutions que tu vas mettre en place de toute façon seront imparfaites à partir du moment où toi-même tu n'es pas ancré, c'est-à-dire tu n'as pas une forte spiritualité, il y aura des notions qui ont trait à la vie, à la mort, pourquoi tu es là, ce que tu es prêt à laisser faire, est-ce que tu n'es pas prêt à lâcher, les choses qui sont sacrées pour toi et pour lesquelles tu es prêt éventuellement à mourir. Il faut réfléchir à tout ça, parce que c'est pas quand tu es dans la situation et que ça commence à puer que tu peux faire quelque chose. Donc tout ça, alors on peut appeler ça de la spiritualité, de la philosophie, tout ce que tu veux, mais c'est ce qui fait cruellement défaut aux gens aujourd'hui. Et sur cette base-là, c'est-à-dire sur un physique, parce que voilà, il faut aussi tenir la route, donc sur un physique, et c'est bon aussi pour la tête, sur un physique qui tient le pavé, sur un ancrage spirituel, moral et psychologique qui tient la route, du moins on l'espère, hein, voilà, mais il faut être préparé à ça. Sur cette base-là seulement, tu peux mettre en place une stratégie qui de toute façon te fera du bien parce que tu seras dans l'action plutôt que d'être passif et subir le truc. Et tu peux effectivement, en plus avec l'intuition, t'ouvrir des portes pour t'en sortir, mais tout en ayant conscience que tu peux aussi te planter et que quelque part, ce qui compte, c'est l'attitude. Voilà. C'est comme dans ce vieux western dont j'ai oublié le titre, le mec te dit en avant, calmez droit jusqu'au bout. Voilà. Il sait qu'il va y passer, qu'il y a 99% de chances qu'il y passe, mais il mourra debout. Et voilà, et je pense qu'il faut renouer avec ce capital génétique dont on dispose. Enfin, je veux dire, c'est pas si loin que ça. On a eu des ancêtres qui sont battus à Verdun, voilà, tu remontes, enfin, notre histoire, ouais, c'est les chevaliers, quoi. C'est quand même pas rien. Dans toutes les cultures, on peut s'ancrer dans des choses comme ça, dans des capitales, c'est un capital culturel qui nous est commun pour justement être positionné, soit physiquement, psychologiquement, spirituellement, et ensuite
mettre en place des stratégies. Alors, elles peuvent passer par différentes choses, hein, des expatriations. Moi, j'ai décidé de me rendre mobile, voilà. Toi, tu as pris l'option comment dire, de constituer une BAD, donc quelque part une base de repli, parce que je veux dire, quand on a fort à faire et une partie forte en face, le temps qui est gagné, bah, c'est du temps qui est précieux, hein, voilà. Donc c'est des stratégies qui se défendent, qui se valent avec des imperfections, bien évidemment, mais quand bien même, enfin, je veux dire, voilà, de toute façon, personne ne vivra éternellement. J'ai envie de te dire, c'est quoi l'objectif? C'est de vivre jusqu'à 95 ans et puis de se pisser dessus. Enfin, tu vois. Donc, je pense qu'il faut cultiver une attitude réaliste, saine et volontaire. Voilà, et sur cette base-là, bah, mettre en place des choses, être actif et ne pas s'en laisser compter par tous les bobards et tous les pipeaux qu'on nous sert à longueur de journée, quoi. Voilà. Et puis, comme je l'ai expliqué dans le livre aussi, il faut faire un effort, effectivement, pour essayer d'éveiller les gens. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas d'essayer d'éveiller tout le monde, mais faire un petit peu à son niveau, parce que à un moment donné, tu peux avoir une masse critique et ça peut contribuer à retourner on va dire, la sauce dans le bon sens. Voilà. Mais il ne faut pas non plus jouer le prophète, dépenser son énergie inutilement là-dedans. Voilà, plus l'agenda avance, très honnêtement, voilà, s'il y a des gens qui n'ont encore pas compris, qui font encore confiance à Macron et au vaccin et tout ça, on ne peut rien faire, quoi, tu vois, je veux dire, voilà. Oui, vaccin aujourd'hui, demain ce sera autre chose, ce sera une taxe ou une limitation de déplacement pour des raisons écologiques, ou peu importe. L'arnaque est multiple. En avant, calmer droit, je crois que c'est aussi la devise d'un, en tout cas général, de Napoléon. Peut-être que dans le chat, on nous le confirmera. Je crois l'avoir entendu déjà, mais c'est tout à fait ça. Il y a un moment, le calme se travaille par la sérénité, par la maîtrise de soi. Ce que tu disais très, très justement par rapport au physique. Et c'est un tout. Le mental sans le physique est difficile. Le physique sans le mental est inutile. Et donc, en fait, les deux s'assemblent, les deux s'améliorent. Les Romains disaient toujours mens sana, un mental sain, in corpore sano, dans un corps sain. Et je sais que lorsque je suis dans une phase où j'ai le temps et la volonté de faire beaucoup d'exercices physiques et que je retrouve, et j'en fais tout le temps, hein, je fais en partie il y a des semaines je sais que tu suis les formations. Je suis ton propre programme, exactement. Donc, ils sont tout à fait intéressants pour la souplesse, pour le gainage du corps. Mais en tout cas, quand je suis en bonne forme, quand je suis sur mon poids idéal, plus 5 ou 10 kilos, mais enfin que je suis relativement bien, je sais que j'ai la niaque. Tous les matins, je me réveille prêt à conquérir le monde, ou simplement avoir des idées claires et avoir tout ce qu'il faut pour en fait ne pas avoir peur. Ce sont des sujets que je traiterai bientôt dans le premier tome de mon prochain livre. Et tout cela à comparer lorsque, et ça arrive, des moments où on n'est pas bien, où on a envie ou simplement on est pris par autre chose, et puis voilà, on se laisse aller pendant 2-3 semaines et on prend ces 5-10 kilos. Je suis capable de prendre 10 kilos en 2 semaines, je suis capable de les perdre aussi, mais enfin bref, et qu'on se laisse dans son truc. Là, le matin, on se réveille, on a mal partout, on se dit oh, pourquoi je me lève, j'en ai marre, etc. Et puis le potager, la terre, elle est trop basse, et puis il fait froid dehors, et pourquoi aller marcher le matin alors qu'il pleut? Non, j'ai pas envie. Bref. Et donc, on subit plus facilement, on devient aussi plus irascible avec ses proches, etc. Tout ça, la vie nous l'apprend, on le constate, et si on a l'intelligence d'apprendre des choses. Et donc, c'est pour ça que je sais, ceux qui nous écoutent, les formations que j'ai mises sur mon site, c'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est parce que je sais qu'elles sont bonnes et qu'elles nous permettent, d'ailleurs, si je voulais gagner de l'argent, je les ferais beaucoup plus cher, mais elles nous permettent, alors, dans celles que tu nous as faites, par exemple, Emmanuel, pour rester sur les tiennes, d'avoir le mental qui nous permet de réfléchir, et puis ensuite le physique qui nous permet d'être affûté et qui nous permet d'entretenir, etc., etc. Elles ne sont pas là par hasard, elles ne sont pas là juste... alors, il y en a d'autres qui vont arriver, etc., d'autres formateurs qui s'assemblent, et puis
petit à petit, on avance comme on peut. On développe une sorte de bibliothèque de formation qui nous font devenir des hommes et des femmes meilleurs et plus capables. Parce que justement, quand on arrive sur le fond du problème, je poserai la question là-dessus, c'est que face à ce qu'il faut appeler des États, des super-États, peut-être des États qui vont devenir entièrement totalitaires, il y a une force physique qui est prépondérante, face à laquelle, même à plusieurs, bon, il y a toujours moyen de faire 2-3 petits trucs, mais a priori, c'est à la fois désarmant, c'est démotivant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et beaucoup de gens se posent la question, ou en tout cas se le posent déjà instinctivement sans peut-être se la formaliser, en se disant, oulala, on a cet État énorme qui va venir essayer de nous tenir, alors moins dans les campagnes et plus dans les villes, évidemment, et nous sommes que peu de choses, mais justement, dans le mental, dans le physique, et dans tout ce que tu écris dans ton livre, Apocalypse 2030, il y a des solutions pour, en tout cas, démarrer ce qui nous permet de tenir le coup. Parce que, je termine, la collaboration, dans ce cas-là, ne fonctionne pas. Parce que là, si on se projette à des époques les plus sombres, les heures les plus sombres, ouais, qui étaient vachement pas sombres par rapport à d'autres, enfin bref, si on collaborait à l'époque, on choisissait le camp du gagnant, a priori. Sauf si vous étiez désigné pour, en gros, l'extermination. Parce qu'évidemment, celui qui... enfin, tu vois ce que je veux dire. Parfaitement, oui. Alors, oui. Alors il y a toujours des gens qui s'acoquinent, si tu veux, qui essayent de sauver leur peau comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, cet État, il ne nous veut pas du bien. Donc forcément, collaborer avec celui qui va dire, si tu collabores, tu auras droit à 2 piqûres supplémentaires gratuites. Ça va pas aider, quoi. Ouais, parce que, tu vois, c'est pareil, quand on élève un peu le débat d'un point de vue spirituel, effectivement, aujourd'hui, si tu t'acoquines avec le diable, ouais, tu vas payer le prix, quoi, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'histoire où, si on peut comparer ça à des vagues, peut-être que les vagues étaient moins violentes, même si on nous en a fait des montagnes par rapport à ce qui vient. Tu pouvais effectivement collaborer, sauver un peu ta peau comme ça, passer à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, on a une époque, je pense que vraiment, moi, je le ressens, un tournant de l'humanité, vraiment. Voilà, parce que de par le contrôle absolu que nos États vont pouvoir développer avec la technologie, l'action qu'ils vont avoir, et qu'ils ont déjà depuis des dizaines d'années, mais qui va comment dire, aller en grandissant sur notre génétique même, sur ce qui fait l'essence de l'homme, quoi. Donc, ouais, enfin, je veux dire, ouais, comme tu dis, tu collabores, mais enfin, tu es obligé de passer par la case picouse. Bon, ouais. Non, aujourd'hui, non, tu peux pas te dire. Enfin, je veux dire, il y en a très peu, si ça commence à déconner, qui pourront monter dans l'hélico, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y en a plein qui croient faire partie de la race élue, qui seront protégés. Tu vois, ça me fait penser tout simplement à. Comment il s'appelait ce docteur-là, docteur de plateau télé, le mec qui a jamais. Il y en a plein, Michel Simès. Non, pas Simès, Blachier, un jeune qui a aussi double fini ses études, il a monté un business, enfin, il a compris le truc, il travaille avec les labos, machin. Il faisait toute la tournée des popotes pour nous vendre toute la sauce. Et puis, à un moment donné, j'ai vu un peu le revirement. Ouais. C'est quand on a dit, ah bah oui, il faut vacciner les enfants. Ouais. Bon, le seul truc, c'est que lui, il s'est dit, ok, vu ma position, voilà, j'ai en plus des mômes en bas âge. Et là, il a commencé à pivoter le mec en disant, ouais, non, c'est pas obligé, machin. Donc voilà, tu vois, je veux dire, alors, il y en a d'autres qui s'en foutent, parce que voilà, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas. Mais lui, il y a tous les comment dire, tous les sbires qui font le relais de tout ça, ils sont pas tous vérolés, j'ai envie de te dire. Ils font ça un petit peu par intérêt, machin, etc. Mais après, quand ça commence à les toucher de près, c'est toujours le même truc. Tant que ça touche les autres, c'est pas grave. Je veux dire, faire la guerre, on s'en fout, tu vois, quand c'est. Comme dirait l'autre, quand c'est les bougnoules qui trinquent, voilà, tu vois, on s'en branle. Mais alors, quand c'est ton nombril qui est touché, là, c'est plus la même chose, tu vois. Ah ouais. Voilà. Et moi, quand je suis en France et que je suis à Paris, par exemple, dans le métro, je vois des familles syriennes qui sont là, mais ça me vrille le cœur. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre là? Je veux dire, des gens qui étaient dans un pays, qui vivaient, qui avaient une vie et voilà, le pays est détruit. Maintenant, ils sont là à faire la manche. Enfin, je veux dire,
Ah oui, mais les gens s'en foutent. Ils traversent, voilà, ça fait partie du décor. Mais si demain ça les touche, ça sera plus du tout pareil, tu vois. Et c'est, quelque part, si tu veux, moi, ce que j'observe là, c'est qu'il y a un manque d'instinct de survie. Parce que l'empathie, c'est ça aussi, tu vois, c'est de se dire, c'est pas seulement prendre en pitié la personne qui est en face de toi en disant, ouais, effectivement, prendre toute la dimension de l'horreur de ce qu'elle a vécu, c'est de se dire que ça peut t'arriver à toi aussi, comment tu réagirais, etc., etc. Et les gens sont là, le nez dans le guidon, ils ont l'impression qu'ils vivent dans un cocon complètement illusoire de sécurité, toute relative, hein, parce qu'on a vu ces 3 dernières années, je pense qu'il y en a qui vont s'en mordre les doigts dans les temps qui viennent. Et voilà, donc il y a effectivement un manque d'empathie, mais bien comprise, et puis un manque d'instinct de survie. Voilà, moi, je pense qu'effectivement, il faut revenir à soi. Avant, on avait un ancrage, c'est imparfait, hein, mais bon, on avait peut-être la religion, ah oui. une philosophie qui structurait différemment les gens. Aujourd'hui, le problème, c'est que la nature n'aime pas le vide, si tu veux. Donc, tu supprimes une religion en croyant bien faire quelque part, et puis tu la remplaces par autre chose. C'est quoi la religion aujourd'hui? C'est le pognon, c'est le business, c'est le capitalisme de connivence, parce qu'on te fait croire que tu peux toucher à tout ça, mais au final, l'étatisme. C'est verrouillé. L'étatisme, hein. Voilà, le gouvernement va faire en sorte que tout aille bien. Tu vois, c'est au secours, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, toi comme moi, je pense que tu as perdu des proches aussi. Enfin, je veux dire, tu te rends compte. Moi, j'ai une année, j'ai perdu ma mère il y a quelques années déjà, et je me suis retrouvé à l'accompagner avec mon père à l'hôpital, et on a passé vraiment des nuits compliquées, hein, parce que ça s'est pas fait comme ça. Et tu discutes avec les infirmières la nuit, tu te dis déjà chapeau, parce que waouh, quel job, quoi, tu vois. Et puis en même temps, tu te rends compte, parce qu'elle se confie un peu, puis le nombre de gens qui crèvent tout seuls dans les hôpitaux, c'est hallucinant, quoi. Ah ouais. Parce que les gens, tu sais, ça leur renvoie une image, ils n'arrivent pas, quoi, ils peuvent pas, donc ils laissent, voilà. Donc c'est ça le modèle et on a vu le paroxysme pendant ces 3 dernières années, tu vois, on nique la jeunesse, hein, donc l'avenir de la civilisation, l'avenir du monde, et puis on laisse crever les vieux tout seuls. Enfin, c'est ça notre modèle de civilisation, c'est chaud, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'appartiens pas à ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon physique pour que le jour où tu sais que tu vas à peu près mourir, tu puisses partir avec éclat. Exactement. Tu sais, oui, alors ça, on peut en discuter, hein, parce que c'est un sujet délicat, effectivement. Parce que moi, perso, effectivement, j'ai accompagné notamment mes 2 parents, tu vois. Ils ont eu un cancer tous les 2, voilà. Je les ai accompagnés jusqu'à la fin. Et ouais, effectivement, je pense que je préférerais mourir debout en combattant. Voilà, tu vois. Voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je veux mourir noyé dans le sang de mes ennemis. Oui, mais dans une fulgurance, tu vois, voilà. Alors, comme je fais 1m85 comme toi t'es grand aussi, il faut avoir beaucoup d'ennemis. Je ne sais pas si j'en ai assez, mais bref. Oh, ça viendra, tu sais. Ou alors une petite pièce, dans une toute petite pièce, mais bref. Ouais. Non, mais c'est ça le truc, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après, on n'est pas là, il ne faut pas non plus se raconter n'importe quoi. Évidemment. Voilà, on fait les gaillards. Maintenant, moi, effectivement, c'est un souhait en ce qui me concerne, très clairement. Maintenant, j'ai conscience parfaitement de mes limites potentielles. Je ne sais pas si je pourrais passer peut-être en mouchine pour pouvoir partir comme ça, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois détaché de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut que tu sois encore bien physiquement, parce que si tu veux, moi j'ai un père, je l'ai toujours, hein, il est dans mon cœur, mais qui était voilà, je suis originaire de Lorraine. Il a travaillé depuis 14 ans dans les aciéries. Il me disait toujours les métiers durs forment les hommes durs. C'était un homme sensible, mais dur. Voilà. Mon grand-père, c'est des mecs qui n'existent plus maintenant, tu vois. Et c'est toujours, moi, je ne me verrais pas partir comme ça. Je me mettrais un coup de fusil de chasse, quoi, tu vois. Ouais. Et mais à quel moment tu le fais? Parce que tu te décrois physiquement, tu as un regain d'énergie, tu te dis ça peut encore durer, c'est très piégeux comme truc, tu vois. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident.
Non, non, complètement. Non, c'est vrai que quand on est confronté à la réalité, le discours arrogant il est moins facile. Je suis tout à fait conscient. Néanmoins, ça implique que cette réflexion, elle doit être faite, la réflexion sur sa finitude, sur sa mort, effectivement sur les croyances. Mais là aussi, il y a quelque chose de terrible parce que la religion, qu'on soit pour ou contre, qu'on soit croyant ou pas, elle est absolument aussi un élément de domestication de l'humain, et des sociétés humaines donc, parce qu'elle elle a toujours tendance à nous amener à une forme de soumission face à l'autorité, pas complètement toujours et pas totale, mais un peu quand même, puisqu'elle a un élément je pourrais donner des exemples, mais ce n'est pas le thème de la soirée, mais elle a aussi un élément de détachement qui nous amène à la pacification de la société, puisque toutes les religions nous apprennent à trouver une sorte de repos mental, une sorte de paix face à la colère qu'on peut tous avoir. Et c'est souvent un tout petit peu utilisé quand même par les puissants pour amadouer, calmer la populace, quoi. Bah, ça a été complètement utilisé, tu veux dire. Oui, mais enfin, il y a aussi un aspect de sagesse, parce que la colère amène souvent à faire des conneries. Donc, il y a du bon dans cet aspect de calme. Mais il y a aussi, alors par exemple, je sais pas, dans le monde chrétien, on nous demande souvent voilà, de tendre l'autre joue. Dans le monde musulman, il faut obéir à l'autorité, parce que l'autorité, elle sait ce qui est bon, elle représente l'autorité divine sur terre, c'est dans le Coran, etc., etc. Donc il y a, alors je suis sûr qu'un quelqu'un d'érudit va pouvoir nuancer ça en disant oui, mais à tel endroit on dit ceci, à tel endroit on dit cela, très bien, mais ça justifie souvent l'inaction, et ça justifie souvent pour des raisons de paix sociale et d'équilibre d'une société, à finalement l'inaction et la soumission. Et ça pose problème. Ouais, mais tu sais, parce que, enfin, je veux dire, tout ça, c'est simple à comprendre. Il faut en revenir à l'origine, à la base. C'est que les religions, quelque part, elles se sont développées, elles ont évolué. Et ce sont des constructions humaines sur la base de quelque chose de plus spirituel. Tout à fait. Et toute construction humaine est par nature imparfaite. Elle est récupérée par des hommes qui veulent le pouvoir, qui veulent l'argent. Enfin, on parle du christianisme. Enfin bon, je veux dire, de la constitution de cette religion, en passant par les Borgia. Enfin, on a eu de tout, tu vois. Donc, moi, ce que je pense, c'est la même chose dans les arts martiaux. Si tu veux, tu vas prendre un mec qui, à la base, part tout seul dans la montagne, va méditer, se confronte à lui-même pour s'éveiller, pour découvrir autre chose, rencontrer sa part de divinité. Il redescend de la montagne, il prend une dizaine de disciples, les mecs sont dans le truc, et puis après, il y en a qui dévient petit à petit, puis 200 ans plus tard, tu as une organisation administrative avec une hiérarchie, et puis on dit, bah non, il faut un intermédiaire pour arriver avec 15 000 échelons au plus haut degré des connaissances de mes couilles, j'allais te dire, et puis t'as perdu l'essence. T'as perdu l'essence. Donc, voilà, à mon sens, hein, je respecte les croyances de chacun, mais je pense que tu pars de la secte des Esséniens au début de l'origine du christianisme, et puis si tu arrives à la Vulgate de Saint Jérôme au IVe siècle, qui était épurée de tous les éléments qui étaient un petit peu, qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'on voulait promouvoir, et puis tu obtiens ce que, voilà. Après, ça prend des siècles à se développer, hein, parce que le côté un peu, si tu veux, à la base, les guerriers francs, bon, il faut pas, c'est un peu compliqué à domestiquer, si tu veux. Donc, on a encore besoin de leurs bras armés pour faire le boulot. Mais petit à petit, on arrive aujourd'hui, 2000 ans après, je sais pas, tu te promènes dans une église, tu vois les gens qui viennent prier là, les séminaristes, les machins, bon, avec le pantalon en velours côtelé, bon, on est très loin des Templiers, hein, tu vois. Et donc, c'est pareil dans le monde musulman, c'est pareil partout. Mais il faut revenir à l'essence. Il faut revenir à l'essence. Je veux dire, même quand on parle du bouddhisme, on va te dire à un moment donné l'amour, le machin, le tout ça. Oui, ok. Et puis on va te parler de l'ego qu'il faut niquer pour pouvoir enfin laisser parler le tout ça. Mais c'est une connerie. Je veux dire, si t'as pas d'ego, comment tu peux, à un moment donné, t'astreindre à tous les exercices qui sont nécessaires pour t'élever
Donc non, non, l'ego, on en a besoin, il s'agit de le domestiquer. C'est un outil comme le reste, mais il ne s'agit pas de l'annihiler, c'est complètement autre chose. Donc, là aussi, ça demande encore une fois un travail. De la même façon que dans la finance, tu peux faire confiance à un Gugus, tu prends un livret A et puis tu pries pour que ça se passe bien. Bah après, tu rentres dedans, tu rentres dans la logique financière, tu rentres dans tout ça. C'est compliqué, c'est pas évident, ça demande ouais, peut-être des années à comprendre comment ça marche. Bah, la spiritualité, la religion, c'est exactement pareil. Je veux dire, soit tu prends le package, ou alors tu creuses dans les philosophies qui te sont proposées, tu essayes de trouver une essence commune, parce que moi, je reste persuadé qu'il y a un tronc commun, tu sais. Il y en a qui parlent de, comment dire, de tradition primordiale. Je suis assez d'accord là-dessus. Et tu vas retrouver, voilà, l'essence, quoi. Tu vois, j'avais fait une vidéo une fois sur l'idée d'être le retour karmique de quelqu'un, tu vois, parce que on dit toujours, et notamment en christianisme, tu vois, il faut tendre la joue gauche. Tu parlais de tendre la joue gauche, voilà, tendre la joue droite, machin, etc. Mais oui et non, parce que tu peux, dans la bienveillance, décider d'être le retour karmique d'une ordure et lui mettre un putain de stop. Pourquoi? Parce que déjà, ça l'empêchera de nuire. Et en plus, ça lui laisse l'opportunité de comprendre, en ayant pris un stop, que peut-être il fait mal les choses. Tu vois? Donc à ce moment-là, tu joues pas à la serpillière, puisque tu acceptes ton rôle de positionnement, voilà, dans la bienveillance, encore une fois, tu vois, on n'est pas, parce que toi, tu dois aussi peut-être grandir, t'éveiller, mais donc voilà, je pense que tu t'intéresses au bouddhisme, va vers le stoïcisme, tu vois, ça sera un peu du bouddhisme à base de testostérone. Je veux dire, voilà. Il y en a pour tout le monde. Je pense qu'il faut faire effectivement une recherche personnelle là-dedans, et puis se faire ses propres convictions, et puis ne pas suivre bêtement, parce que les messages sont bons dans toutes les religions, il y a des bonnes choses à prendre, mais il y a effectivement cette dimension, comme tu l'as souligné, de domination, parce que c'est fait par des humains, tout simplement, et que tout système au début, enfin, je veux dire, la 5e République de Gaulle, aujourd'hui, c'est Macron, quoi, tu vois. Bon, bah voilà, Macron, c'est pas De Gaulle. Ah ouais, parce que ça évolue, et puis ça évolue pas forcément au bon sens. C'est une histoire de cycle, tout ça, tu vois. On est la représentation du macrocosme. Je veux dire, tu grandis, tu es dans la force de l'âge, puis après, bah, tu vieillis, tu as moins de force, puis à un moment donné, tu dois tirer ta révérence. Les institutions humaines, c'est la même chose. Les religions étant portées par des hommes qui sont faillibles, bah, on a la même chose aussi. Je veux dire, voilà, alors même le christianisme évolue aussi, pas forcément dans le bon sens. Enfin, parce que les évêques du 7e siècle qui portaient l'épée, c'est plus les évêques d'aujourd'hui, tu vois, qui font la promotion du vax. Bon, bref. Voilà, on revient toujours aux mêmes choses, c'est qu'il y a une dimension cyclique dans tout ça, puisque c'est fait par des hommes, et je pense qu'il y a à l'origine, il y a un message quand même. On a eu des éveillés dans toutes les traditions, dans le monde entier, des gens qui sont venus, qui ont montré des voies de réalisation. Je pense que la plupart des gens sont feignants, donc ils préfèrent s'inscrire dans une démarche collective plutôt que de se sortir les doigts et de se dire qu'ils peuvent s'auto-réaliser eux-mêmes en travaillant, quoi, tout simplement. Absolument. Non, c'est tout à fait vrai. Alors peut-être avant de continuer sur le contenu de ton livre, on a des questions qui ont été mises sur mon Patreon. Alors on va commencer par les plus dernières. J'ai un tout petit peu trié parce que la première question que j'ai vue, elle était tout de même assez était liée à une pratique de loisir, donc je vais la laisser passer. Alors, pratique de loisir. Oui, non, c'était bref. Ceux qui ont posé la question, qui ont débattu, comprendront. Question complémentaire, aurais-tu un livre, un film, un artiste musical, donc c'est pour Emmanuel, à nous partager qui t'accompagne dans les moments difficiles? Et puis, peut-être, question... Alors, commençons par celle-là. Un film, un livre, un artiste musical que tu aimes bien, qui t'accompagne. Alors, j'en ai plusieurs, finalement, si tu veux, qui correspondent à des périodes... Alors, si tu veux, à la base, je suis musicien aussi, guitariste depuis des années. Donc, j'adore les guitaristes. Enfin, j'ai des guitar heroes comme ça qui m'ont toujours impressionné, comme Gary Moore, par exemple, qui est un guitariste incroyable, bourré de feeling. Tu le vois, moi, je l'ai vu en concert, il se bat avec sa guitare, quoi, et en même temps, il lui fait l'amour en même temps. Tu vois,
pour moi, c'est des forces brutes, quoi. C'est faire corps avec l'instrument, lui faire sortir des notes comme ça. Enfin bref, voilà. Il y en a d'autres, hein, mais j'apprécie d'autres. Voilà. Je sais pas. Je pense à Jeff Buckley, le fameux Alléluia, qui m'a accompagné sur le décès de ma mère. Je pense aussi au Conte Paltilo. Voilà, c'était au décès de mon père. Après, si tu veux, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est blues rock. J'adore la musique des années 70, des groupes comme Eagles. Enfin, j'ai revu une vidéo la dernière fois d'Hotel California, mais c'est putain de musiciens, quoi. C'est juste fantastique ce qu'ils font. Après, il y en a plein, tu vois. Je suis aussi un homme des années 80, donc il y a toute la musique des années 80 qui est festive, qui est pétillante. Ça c'est chouette. Après, les films, il y a des films qui m'ont marqué. Alors, des fois, je peux faire le grand écart, si tu veux. J'ai adoré le film, le premier Highlander avec Christophe Lambert, déjà parce que c'était tourné à l'époque comme un clip vidéo. Ouais. J'ai adoré le message de Russell Mulcahy, le réalisateur. Comment ? Oui, Russell Mulcahy, exactement. Ouais. Et les flashbacks comme ça à l'époque médiévale, enfin, étant moi-même historien à la base, j'ai adoré l'histoire de ce guerrier là qui traverse le temps, qui souffre aussi parce qu'il est seul finalement, tu vois, mais en même temps cette quête aussi. Enfin, j'ai trouvé ça m'a parlé. Et en parallèle à cette époque-là, j'ai adoré aussi Marche à l'ombre, tu vois, parce que je trouve que c'est une super comédie à la française, les deux potes qui partent comme ça en expédition, il leur arrive un tas de trucs, les musicals sont un peu ratés, c'est plein d'humour, c'est pétillant, j'adore ça. Après, bon, t'as des films qui sont un peu plus noirs, voilà, enfin, j'aime beaucoup de choses à vrai dire, tu vois, ça dépend vraiment des moments. Alors les ouvrages, les ouvrages, c'est pareil. Moi, à la base, j'ai beaucoup d'ouvrages techniques. Je me suis surtout pas mal gavé d'ouvrages techniques, à vrai dire. J'adore ça. Donc ça va de l'histoire évidemment, bien évidemment, à l'ésotérisme. Et ça, je te parle de ça depuis que je suis ado. Hein, donc c'est ça. Voilà. En allant vers évidemment tous les ouvrages en ce qui concerne la préparation physique, sportive, l'histoire des arts martiaux dans toutes les disciplines, que ce soit l'histoire, les techniques, l'évolution des techniques. Donc voilà, j'ai une boulimie d'ouvrages comme ça. Après, en ouvrage un peu plus, romancé, difficile. J'ai adoré le Siddhartha d'Hermann Hesse. Je trouve que c'est un petit ouvrage qui est finalement assez facile à lire et qui nous renseigne bien, si tu veux, sur la condition d'un homme qui veut s'éveiller, qui doit être amené, qui doit, au fur et à mesure de son évolution, être amené à se détacher de beaucoup de choses. Parce que je trouve que c'est assez représentatif de ce que l'on doit vivre. On est amené à dire souvent au revoir, en fait. Hein, voilà. J'ai beaucoup aimé aussi le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, qui est le prototype de l'ouvrage utilisé par les scénaristes américains, et qui est un type qui a fait une recherche à travers tous les mythes de l'histoire de l'humanité et qui a défini un schéma traditionnel. Et on est un peu, encore une fois, sur une histoire de quête individuelle, et tu te rends compte quand tu as vécu suffisamment longtemps sur cette terre que tu reproduis un peu ce schéma toi aussi à travers ta vie, quoi, pour un peu que tu sois laissé quand même laissé à vivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que survivre. Donc voilà, des ouvrages comme ça. Moi, j'aime bien apprendre des choses dans les ouvrages, en fait. C'est sûr. Alors, on nous pose une question qui est peut-être la question santé la plus importante de tous les temps, et j'ai lu pas plus tard qu'hier une statistique. La question est, as-tu un conseil pour aider à arrêter à fumer et à boire ? Il faut savoir que arrêter de fumer si tout le monde arrêtait de fumer, ça aurait des conséquences sur la santé supérieures à un traitement parfait à 100% contre le cancer.
au niveau de coût de santé, au niveau de longévité. Rien que cet élément-là pourrait... disons que si l'humanité entière arrêtait de fumer, on aurait moins de morts, moins de coûts de santé, comme s'il n'y aurait pas de cancer du tout. C'est assez étonnant. Oui, c'est assez énorme. Alors, moi, je ne suis pas trop partisan des trucs et astuces parce que j'y crois pas. Moi, je crois plutôt, si on fait un parallèle avec l'informatique, si tu veux, et à un moment donné, il faut écraser le disque dur et il faut se reprogrammer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à voir la vie différemment, à voir les choses différemment, et que souvent, des travers comme ça viennent d'un problème psychologique quelque part. Bon, quand on regarde des gens qui fument, très souvent, on se rend compte qu'il y a 3 ou 4 cigarettes qui correspondent à un besoin physiologique parce qu'ils sont comment dire, ils sont happés. Hein, mais le reste, c'est du comportemental. Donc, tu peux te reprogrammer. Comme moi, je l'ai fait avec mon histoire de nez cassé. Il faut avoir conscience. Il y a un moment donné, il faut se rebeller en se disant, tu te mets en colère, quoi. Tu te dis, est-ce que c'est ce putain de clope là qui me contrôle ou est-ce que c'est moi qui ai le pouvoir, tu vois? Et puis après, tu mets en place un cercle vertueux pour pouvoir te détacher de ça. Si tu as besoin de cam, tu t'en trouves une autre. Hein, je sais pas. Dans un premier temps, le sport, c'est une bonne chose parce que ça te permet de changer de béquille. Hein. Alors même le sport, à un moment donné, il faut faire attention, tu vois, parce que ça peut être aussi une béquille psychologique. Il y a des gens qui font 20 heures de sport par semaine parce que c'est des frustrés sexuellement. Enfin, je veux dire, je rigole, mais c'est un peu ça, tu vois. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le côté inverse. Et l'inverse, il y a l'inverse aussi. Ouais, voilà. Mais il y a un truc, il faut, je sais pas, par rapport à la cigarette, si tu veux, il y a peut-être un aspect qu'il faudrait explorer dans le sens où est-ce que tirer sur une clope, enfin moi je sais pas, jamais fumé, tu vois, ça m'a jamais attiré. En plus, comme je l'ai déjà dit à une époque, notamment quand je faisais de la compétition, je faisais de l'asthme à l'effort, donc quand tu as la sensation d'étouffer, si tu veux, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est d'avaler de la fumée, tu vois, c'est pas un truc... Mais je me demande s'il n'y a pas une dimension psychologique liée au fait de porter un truc à sa bouche, là. Bon, il y a un truc lié à l'enfance, hein, tu vois, tu es en train de téter, et ça c'est sûr, mais est-ce que c'est pas pour pouvoir prendre une bouffée d'oxygène, tout simplement? C'est-à-dire, les gens ont besoin de respirer. À un moment donné, tu as besoin de respirer, et le fait de prendre ta clope et de tirer là-dessus comme si c'était la fin du monde, c'est une façon pour toi de prendre une grande bouffée d'oxygène, en fait, tu vois? Et est-ce que ta bouffée d'oxygène, tu peux pas la prendre ailleurs plutôt que de tirer sur ce truc-là, quoi? Tu vois? Ouais. Non, mais complètement. On va peut-être y réfléchir. Totalement. Alors, je noterai pour une anecdote rigolote. Alors, tout d'abord, je dois dire que c'est exactement, à mon avis, la réponse. C'est-à-dire que, quelle que soit notre addiction, la raison, elle est psychologique. Alors, il y a des techniques, parce qu'effectivement, on peut être, par exemple, libéré de la raison psychologique qui nous fait fumer, mais ensuite, on a l'addiction physique qui est due à la nicotine. Et là, effectivement, les patchs, les machins, ça peut fonctionner dans ce sens-là. Mais si on n'a pas résolu le problème psychologique, ça sera autre chose sur lequel on va être addicté. Oui, tu vas tourner en boucle. Moi, par exemple, c'est la bouffe. Moi, dès que j'ai du stress, je mange. Et c'est mal. Au bout d'un moment, je veux dire, j'ai plus le métabolisme de quand j'avais 20 ans. Et pour les grands amateurs de littérature, l'un des grands auteurs du XXe siècle, c'est Stephen King. Dans son recueil de nouvelles qui s'appelle Danse macabre en français, en anglais, je crois que c'était Night Shift, donc qui date de 1978. Il y avait une nouvelle qui s'appelait Desintox Inc. en français, là c'était Quitters Inc. dans la version américaine, où en fait un grand fumeur décide d'embaucher, il voit une petite annonce un peu bizarre, et il dit « Nous vous garantissons à 100% que vous allez arrêter de fumer », et il souscrit à ce service. Et en fait, ce sont des gens qui disent en fait, il n'y a rien à faire, on va vous surveiller, et interdiction de fumer, vous allez voir, ça marche. Alors le type, il dit bon, il passe un jour, 2 jours, au bout de 3 jours, il fume en cachette, enfin il fume une cigarette, et le lendemain matin, débarquent 2 gorilles chez lui, enfin 2 types baraqués, donc 2 grands mecs, et ils le tabassent et lui disent voilà, chaque fois que tu vas continuer à fumer, on va te fracasser la gueule. Ah, ça peut être efficace aussi, ça. Et le mec, il dit mais attendez, et lui il dit non mais tu peux pas sortir du contrat, c'est impossible, ça n'existe pas. Chez nous, il n'y a pas de personne quitte.
tu es obligé de continuer. Alors le mec, il tient 2 semaines et puis il en fume une dans une armoire au boulot cachée. Et les mecs l'embarquent, ils lui coupent un doigt. Enfin, Ah oui, d'accord. et le type, alors il tient et puis au bout de 3 mois, il craque, il se dit non mais ça, ils peuvent pas me surveiller tout ça. Et il rentre chez lui, il se passe rien, puis il trouve une cassette vidéo, il met dans le magnétoscope, parce que c'est 1978, hein, et il voit ses gosses et sa femme qui sont kidnappés en train d'être torturés. D'accord. Et le mec bah voilà, à la fin, évidemment, il arrête de fumer. Parce que finalement, il a une contrainte beaucoup plus grande que le plaisir que lui procure son addiction. Et à la fin, moi, j'aime pas cette méthode parce que parler de volonté, c'est donner à 100% la faute à l'individu. Or, ce n'est pas 100% la faute de l'individu parce qu'il y a des aspects psychologiques sur lesquels on peut travailler. Néanmoins, c'est quand même une question de volonté. Et moi, j'en suis conscient parce qu'on a tous nos travers, nos trucs. Et voilà, ben, c'est à nous aussi de faire ce travail. Ouais, il y a un travail de volonté. Mais après, si tu veux, il faut juste se mettre dans un cercle vertueux. C'est ça. Parce que si tu es toujours dans l'opposition, il y a un moment, tu vas craquer. Enfin, je veux dire, si tu as un problème avec les gâteaux, t'en achètes pas, tu vois. Comme ça, quand tu ouvres le placard, il n'y a rien. Et puis tu te dis, bon, tu mets un post-it, fais 10 pompes. Bon, bah, ouais, ok, d'accord. Exactement. Voilà, ça marche donc bien. là, s'il n'y a pas, bah, tu n'es pas tenté, tu vois. Je veux dire, il y a plein de petits trucs comme ça. Puis après, remplace ton addiction par une autre addiction. Ouais, moins grave. Moins grave dans un premier temps. Pour moi, c'est l'activité physique. Parce que de toute façon, c'est bon pour la tête aussi. Donc, on en revient toujours au même. Pour moi, c'est la base. C'est la base de tout. Et c'est bon pour la tête aussi. Et ça va te détourner, enfin, ça détourne les gens de. Voilà. Alors, Stephen King, je ne sais pas ce qu'il fume, mais en tout cas, on peut se poser la question. Ah, parce qu'il mais y a quand moi, même des sacrées idées. En lisant, j'ai lu tous les Stephen King depuis toujours. Pour moi, il est évident que c'est un homme qui, jeune, a subi des violences sexuelles. C'est évident. Ouais. Tout comme Freddie Mercury, tout comme... comment il s'appelle cet acteur très connu américain Leonardo DiCaprio, c'est une évidence. Ça se voit gros comme une maison sur son visage. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais voilà, quand on parlait d'instinct, je le sais, c'est comme ça. Donc j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Malheureusement, voilà, parfois on est au mauvais endroit, les parents sont pas là. Ouais, c'est ça. Ça brise un peu aussi, quand même, une personnalité. Mais bon, ils ont réussi à sublimer d'une certaine façon par leur activité. Exactement. Alors, on va continuer les questions parce qu'il y en avait d'autres. Alors, elles sont quelques-unes. Alors voilà, la colère. Néoléto, j'ai un chapitre sur la colère dans mon prochain livre. La colère, c'est comme la peur, ça s'utilise, mais c'est difficile, la colère. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, mais pour moi, c'est une énergie. C'est exactement, c'est ça. Pour moi, la colère, c'est comme quand tu allumes la mèche pour mettre le feu aux poudres, tu vois. Et il faut l'utiliser, cette colère, parce que de toute façon, elle est inhérente à l'humain, à ta part d'animalité, et que si tu ne fais que la renfermer, déjà tu te prives, tu peux être malade, et puis tu te prives d'une énergie. Une énergie quand l'énergie est là, il faut la transformer, quoi. Après, tu laisses pas libre cours à ta colère, il faut la surfer, il faut la contrôler. Tu te laisses pas contrôler par la colère. Mais non, la colère, c'est bien. Parfois, il faut se mettre en colère, quoi. Je veux dire, c'est le début de quelque chose. Donc non, moi le truc où tu te mets en tailleur fleur de lotus non, c'est pas mon truc, ça. Ouais, avec le bémol suivant, c'est que parfois on utilise par la manipulation, on te met dans une situation de colère parce qu'il y a l'intention de te mettre dans cette colère. Et donc il faut faire juste un peu attention de se poser de bien se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ressent les émotions. Mais ça vaut pour la peur aussi. Si on a le temps, évidemment, si on est surpris, etc., c'est autre chose. Mais se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent à un moment donné, ça c'est très important. Et ensuite, canaliser ce que l'on ressent alors tu parlais tout à l'heure de sublimation, ça peut être effectivement le travail, ça peut être
la créativité, ça peut être, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la frustration sexuelle. Beaucoup de grands artistes, surtout à l'époque où, par exemple, l'homosexualité était totalement impossible, ou en tout cas, elle ne pouvait pas être pratiquée beaucoup d'artistes étant homosexuels, sublimaient leur manque de sexualité parce qu'elle était impossible par une création magnifique. C'est souvent ce qu'on soupçonne d'être à la source de, par exemple, Léonard de Vinci. Mais voilà, donc on peut aussi se dire peut-être l'art moderne est beaucoup moins bien parce que justement il y a moins de corrélation, je pense. Il y a moins de soupapes. Enfin, il y a plus de soupapes. J'ai rien dit par rapport au pape. Voilà. Alors, question suivante. Alors, il y a des questions, excusez-moi, par exemple, celle sur le réchauffement climatique. On va peut-être les passer dans une autre fois. J'ai déjà répondu dans une vidéo sur YouTube, mais voilà, une question pour Emmanuel qui est intéressante. Quelles seraient les valeurs morales et physiques essentielles à transmettre à son fils de manière générale? Voilà. Quelles seraient les valeurs morales et physiques qu'on doit transmettre à nos enfants? Alors, en priorité, parce que c'est celle que mon grand-père m'a transmise il y a des années, et il me l'a étayé par une anecdote que j'ai relatée dans un de mes ouvrages, dans Puissance brute. Mon grand-père était un grand sportif. C'était aussi un tempérament. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, engagé volontaire. Il avait à peine 18 ans. Il a fait de la boxe. Il a fait un des premiers à faire du judo, etc. Et il me disait toujours, quand j'étais gamin, quand j'allais m'entraîner en gymnastique, parce qu'à l'époque, il y avait des cours de gymnastique partout, a priori, maintenant, c'est plus... Il me disait, sur le fronton, il y avait écrit « Sois fort, tout le monde compte sur toi, mais toi ne compte sur personne ». Voilà ce qu'il m'a dit, mon grand-père. Et il me disait, je l'ai toujours vérifié dans ma vie, et il me sortait cette anecdote d'anciens combattants, si tu veux, où ils s'étaient retrouvés une fois dans une rue et ils avaient balancé des gaz et il a fait passer tous ses potes, il leur a fait passer, en faisant la courte échelle, un mur et les mecs se sont tous carapatés. Ils l'ont laissé là. Et il m'a dit, comme j'étais sportif, j'ai réussi à sauter, à gripper le bord du mur, je fais un rétablissement, je suis parti. Et quand il a retrouvé ses potes, ils lui ont dit, il leur a dit, mais vous auriez pu m'attendre, machin et tout. Les mecs leur ont dit, on savait que tu t'en sortirais, t'es sportif. Et voilà. voilà le truc. Donc les mecs avaient fait dans le froc, si tu veux. Ils étaient bien contents de l'avoir trouvé pour faire le job. Et après, voilà. Donc il me disait toujours, sois fort, tout le monde compte sur toi, mais toi ne compte sur personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être enfermé sur soi-même et puis voilà. Mais bon, quand tu pars du principe que de toute façon tu dois te démerder tout seul, quand tu as une âme charitable qui te tend la main, c'est que du bonus si tu veux, c'est que du bonheur et puis tu l'apprends avec grâce. Maintenant, si tu comptes sur tout le monde, je pense que tu es un peu mal parti, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et la force physique, la force physique, la force morale. Voilà, on doit être fort. Je veux dire, c'est pas un cliché. Dans cette vie, et depuis des millénaires, on nous demande de la force, quoi. Être faible, c'est pas une option, quoi. Tu vois. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a des petites règles de vie, voilà, que tu peux, voilà, ne pas attendre. Celui qui attend, c'est toujours celui qui se fait avoir. Enfin, des choses comme ça, tu vois. Voilà. Après, si tu veux. Moi, c'est des messages que je vais distiller. J'aime pas asséner des vérités toutes faites comme ça, surtout avec des gamins ou des gens qui grandissent. Je considère plutôt mon action comme un accompagnement en fonction des besoins dont ils ont, qui manifestent ponctuellement, si tu veux. Tu vois, je veux dire, quand tu grandis, un enfant qui grandit, tu dois l'accompagner. Donc, il faut lui laisser faire ses expériences et puis tu le mets en garde. Tu dis, moi, je fais ça avec mon fils encore, tu vois. Il est jeune, donc il a des lubies, machin. Je dis, écoute, on va limiter la casse, mais fais ton truc, puis on en reparle, quoi. Tu vois. Moi, je pense que c'est ça plutôt. Puis en général, ça loupe pas, quoi. Il revient vers moi avec un petit sourire en coin. Il dit, ouais, t'avais raison. Donc voilà, je pense que c'est un travail qui se fait, si tu veux, un travail d'accompagnement. Je pense que quand on a suffisamment de bouteilles, qu'on a vécu des trucs, voilà. Après, il faut pas
asséner ses vérités aux gens. Chacun a sa propre vie, ses propres vérités à découvrir, tu vois. Mais après, il y a effectivement des principes comme ça. Je pense que la force, elle est centrale. Elle est centrale. Il faut apprendre à être fort parce qu'au final, tu es quand même toujours tout seul face à toi-même, quoi. Tu vois, je veux dire, voilà, il faut être là, il faut aider les autres et puis pas forcément attendre en retour. Après, quand tu as une main tendue, et ça arrive, hein, tu sais, moi je veux dire, il y a plein de gens qui m'ont toujours beaucoup aidé et je ne vais pas spécialement solliciter, mais bon, bah, tu prends avec grâce. Tu vois, voilà, il faut prendre ça comme un cadeau, tu vois, les choses ne sont pas dues dans la vie, elles sont... Chacun a fait son truc dans son coin et puis voilà, quoi. Après, ce qu'il faut, c'est se regrouper, se réunir entre personnes qui ont un socle de valeurs communes, c'est important, tu vois. C'est sûr. Alors, il y a plein d'autres questions, mais j'y répondrai dans le prochain live, lorsqu'on fera un live un peu plus général. Je voulais plutôt profiter d'être là. Alors, pour revenir à l'agenda 2030, juste pour peut-être résumer, si tu me corrigeras et tu ajouteras pour terminer ce que tu penses, c'est que face à quelque chose de si démentiel, à mon avis, mais aussi parce qu'on a laissé grandir les États, on a même créé des États par-dessus les États sur lesquels nous n'avons plus aucune prise. Ces organisations, elles ont de la force, elles ont des financements, elles créent leur propre monnaie en plus, ce qui leur permet d'être absolument tout puissants jusqu'à ce que le système s'effondre par lui-même, inévitablement, ou par manque de ressources, ou par événements exogènes. La raison pour laquelle ton livre est intéressant, la raison pour laquelle ton parcours est intéressant et ce que l'on discute la dernière demi-heure est très intéressante, c'est que justement ça nous donne la force physique et mentale pour en fait dire non. Pas forcément dire non comme un couillon devant tout le monde le premier jour, parce qu'il y a des moments où il faut savoir s'écarter des chars, si tu vois ce que je veux dire, qui avancent. Oui, bien sûr. Et il faut savoir être malin, et il faut se dire, oulala, moi je me retire dans les montagnes. Les gens me disent, mais est-ce que le survivalisme, comme tu le préconises, c'est-à-dire d'avoir ta base autonome durable, loin, quitter les villes, vivre dans ton truc, est-ce que c'est finalement un truc où tôt ou tard ils viendront te chercher? Peut-être que tôt ou tard ils viendront me chercher, mais en attendant, ils viendront me chercher bien après qu'ils aient mis en prison les villes et les habitants des villes. Et peut-être qu'ils vont se planter bien avant qu'ils aient besoin de venir me chercher, mais aussi, si ensuite il faut faire quelque chose, il vaut mieux faire quelque chose avec une base logistique, avec un arrière qui nous permet de nous nourrir, etc., plutôt que rien du tout. Moi, ce n'est pas forcément mon objectif aujourd'hui, mais si ça pouvait l'être, j'ai cette option. Alors que si tu es dans un appartement en ville, entouré par un couvre-feu à 6 heures du soir, avec des rondes de robots qui se baladent dans les villes et qui font des contrôles d'identité avec analyse de sang immédiate pour savoir si tu as été piqué la semaine dernière ou pas, ben forcément, ça va être plus compliqué dans ces cas-là. C'est plus compliqué, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, il y a ce repli stratégique qui nous permet de voir, d'avoir du temps. Et évidemment, ça implique qu'on oublie l'idée enfantine de « je veux sauver tout le monde », parce que tu ne sauveras personne. Et c'est déjà assez dur de se sauver soi-même et ses proches. Mais surtout, comment dire, ça te permet d'avoir ces options. Et c'est pour ça qu'on parle de ces choses-là, alors que ce n'est pas techniquement, parce que dire le point numéro 14 de l'agenda 2030, c'est ceci, c'est cela, oulala, c'est dangereux, vous trouvez ça sur Internet et vous le lisez et vous avez votre avis par vous-même. En revanche, quoi faire, ça c'est la vraie question. Et alors, il y a des gens qui disent il faut rentrer dans le tas, il faut se révolter, il faut faire des manifs. Il y a plein de manières d'imaginer des solutions, mais laquelle va vraiment fonctionner? Et moi, je pense que toi, tu nous apprends, comme j'essaie de le faire modestement également, dans ton livre notamment, et tes autres livres aussi, et les formations aussi, d'avoir ce petit plus, cette petite approche mentale, cette petite approche physique, cette petite approche qui fait toute une différence. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de... Tu sais, il y a cette fameuse blague, et je termine avec ça, je te laisserai conclure aussi longtemps que tu veux. L'idée face à un loup affamé ou un ours affamé, ce n'est pas de courir, d'être le champion du monde et de courir aussi vite que Usain Bolt. L'idée, c'est de courir juste un tout petit peu plus vite que celui qui court le moins vite.
Parce que c'est lui qui se fait choper, et pendant que l'ours le bouffe, toi, tu as le temps de voir ce qui se passe et de réfléchir et de mettre en place ton OODA loop, observer, orienter, décider, agir, et d'aller à la bagnole, prendre ton fusil, revenir et te flinguer ce connard de plantigrade. Ou pas, ou tu te casses et puis tu dis quelle connerie que j'ai faite d'aller faire cette randonnée avec ces cons. Mais voilà. Ça. Donc, bah, je te laisse conclure. Non, bah après, on est dans la partie stratégique. Je pense qu'effectivement, il faut partir d'un constat simple, c'est que tu as une force d'opposition face à toi qui est incommensurable d'entrée de jeu. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour baisser les bras, ne rien faire, et puis soit se voiler la face et oublier que tu as pris la bonne pilule de couleur, ou enfin... Non, pourquoi? Parce que dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, c'est toujours des minorités qui bouleversent la donne. Il y a toujours un événement exogène qui fait... je sais pas, moi je l'ai toujours observé à petit niveau, tu sais, je fais des corrélations un peu partout, comme ça, je me rappelle dans les années 90, ouais, fin des années 80, 90, il y avait de la techno à fond, tu sais, partout, c'était le début de la techno, machin. Et puis t'as un mec qui arrive, il s'appelle Eric Clapton, et puis qui sort un Unplugged avec des vieux types de blues et tout, et là ça a fait un carton. Ouais. Ça a fait un carton. Le mec, il arrive avec une guitare acoustique, bon, c'est quand même Clapton, hein. Ouais, mais bon, quand même, en pleine période techno. Et après, les mecs sont engouffrés là-dedans, tout le monde faisait son Unplugged. Donc, si tu veux, tout ça, c'est une histoire de cycle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'état de la musique? Bah, c'est des tribus, chacun écoute son truc dans son coin. Tout ça, c'est évolutif. Donc, mettre en place une stratégie, elle est indispensable. Savoir si elle va fonctionner ou pas, d'un point de vue spirituel, j'ai envie de te dire, c'est même plus la question. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose, parce que déjà, si tu es inactif, ça va pas le faire. Tu vas pas être bien dans ta tête. Après, il faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Je veux dire, tout peut arriver dans l'histoire. Tout le temps. Tout que tu regardes partout, bah, évidemment, il y en a qui perdent. Puis des fois, il y a un grain de sable qui fout en l'air la machine. Et après, quand tu regardes sur des temps suffisamment longs, on parlait du climat tout à l'heure, bah c'est pareil. Je veux dire, quand tu regardes les datas des 200 dernières années, oui, tu as une image qui est ce qu'elle est. Mais si tu regardes comment dire, avec des amplitudes de milliers d'années, bon, bah, tu te rends compte que tout ça, ça oscille, quoi. Il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes de... Tu vois, je veux dire, si on n'arrive pas à ramener, on va dire, un peu de raison dans tout ça, peut-être que c'est la Terre qui s'en chargera. Et puis on va se prendre dans la tronche une énième glaciation, j'en sais rien, météorite. Enfin, voilà, donc à partir de là, il faut quand même cultiver une certaine sérénité par rapport à tout ça, tu vois. Quelque part, c'est un jeu d'opposition aussi, tu vois. Ouais. Se dire, bon, bah voilà, il y a les forces du mal en face, elles sont là aujourd'hui, je me suis incarné aujourd'hui parce qu'il y a une raison, je suis amené à devoir vivre ça, donc ça veut dire que j'ai un rôle à jouer là-dedans, un positionnement à conserver, des choses à transmettre. Et puis, faut tenir, quoi, tu vois. Donc, en fait, tu mets en place une stratégie. La plus grosse menace aujourd'hui, c'est les fameuses CBDC. C'est la monnaie de banque centrale numérique avec la suppression du cash. Voilà, parce que derrière ça, on pourra t'imposer tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui va se passer vraisemblablement? Qu'est-ce qui va se passer vraisemblablement? Bah, il va se passer ce qui s'est passé déjà dans l'histoire, c'est-à-dire que les gens vont utiliser une monnaie alternative, ils vont faire du troc, ils vont faire... Voilà, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, tu vois. Ils vont imposer leurs trucs, certes, mais bon, ça va prendre du temps. Et d'ici là, il peut encore se passer plein de trucs. Donc, ouais, il faut gagner du temps, bien évidemment. Donc après, ça prend la forme... bah, tu vois, tu vas dans les montagnes, tu fais une bad, c'est très bien. En plus, tu es installé en Suisse, donc t'es dans l'antre de la bête, hein, on va dire. Donc avant qu'ils se tapent dessus chez eux et qu'ils se tirent une balle dans le pied, t'as encore le temps d'attendre. C'est ça. Bon, bah voilà. Après, chacun réagit en fonction de ses moyens, de ses besoins, mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a à la base, c'est l'ancrage personnel, l'ancrage spirituel, l'ancrage physique, psychologique. C'est ce que je dis. C'est qu'est-ce que tu es prêt à... Voilà, il y a des concessions que tu es prêt à faire, il y en a d'autres. Non, c'est non, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est le centre de la démarche. C'est le centre de la démarche, parce que sinon, tu es comme un lapin qui court partout, parce que tu vas être apeuré, tu vas être... Ça va pas. Donc, ouais, il faut faire ce travail sur soi en priorité. Et ensuite, bah déjà, ça va te permettre de mettre en place une stratégie qui va être viable. Parce que mettre en place une stratégie viable,
c'est une stratégie qui te permet de naviguer à travers tout ce bordel, mais aujourd'hui, le futur, on ne peut pas le connaître par définition. Il y a des tendances lourdes qui sont installées, mais tout ça, ça va se développer à sa vitesse, hein, et puis tu vas avoir des avancées, des reculés, tu vas avoir des forces d'opposition qui vont intervenir à un moment, tu ne sais pas ce qui va se passer, donc tu dois mettre en place une stratégie qui satisfasse un plan A, un plan B, un plan C. Voilà, je veux dire, si, je sais pas, moi, tu as une BAD, tu peux peut-être aussi faire du Airbnb si la situation, elle tient encore, pour avoir un revenu alternatif. Si tu embarques ta femme, tes mômes, et puis que tu vas vivre comme un anachorète au fin fond de la Cambrousse, et puis que l'effondrement ne vient pas tout de suite, il y a de fortes chances que tu finisses tout seul, parce que les mômes, ils vont péter un câble, ils vont se casser. Ils vont rejeter en bloc ton discours, donc c'est pas le meilleur truc, parce qu'après, ils vont aller dans le wokisme. Et puis ta femme, elle va partir avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà, si tu ne réagis que par la peur, tu vas faire des conneries. C'est ça. Donc, à la base, il faut faire un gros travail sur soi pour ensuite mettre en place une stratégie qui soit viable dans plusieurs cas de figure. Et puis, un positionnement qui te permette d'être réactif, de se repositionner. Bah, des fois, tu n'es peut-être pas forcément au bon pays, tu n'es pas dans le bon endroit. Voilà, mais en fait, c'est le jeu de la vie, en fait, au final. Tu vois, tu as des forces d'opposition, quelles qu'elles soient, tu as des stratégies à mettre en place, tu as des choses à vivre. On revient à des choses de base. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah voilà, on vit une époque, à mon sens, et il y a du challenge. Bon, bah, voilà, il faut... Mais c'est sûr que si tu réagis par peur, bah, tu vas faire des conneries. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur soi et faire confiance à son ressenti. Il y a des choses que tu peux faire à un moment parce que des portes sont ouvertes. Il y a des choses que tu ne peux plus faire après parce que les portes sont fermées. Donc voilà, si tu es pollué par tes biais cognitifs, de confort, par ton mental qui surchauffe, bah, il y a des virages que tu ne prends pas parce que tu ne fais pas confiance à ton intelligence instinctive. Donc voilà, je pense surtout aujourd'hui que les gens ont besoin et notamment je pense peut-être du côté de ton public, tu vois, dans le survivalisme, il faut cultiver l'apaisement parce que les informations, vous les avez. Je veux dire, à un moment donné, tu peux toujours te nourrir d'un tas de trucs, mais ça ne fait que... Enfin, je veux dire, voilà, on sait très bien, l'agenda, on parle d'inclusivité, bah, c'est le wokisme. Et puis à côté de ça, on mutile des gamins. Le môme, il n'a pas le choix de décider le film qu'il va regarder le soir, mais il peut décider s'il veut être un homme, une femme ou une chèvre. Et subir des traitements. Et subir des traitements et être mutilé. Je veux dire, c'est inacceptable. Maintenant, des trucs comme ça, t'en as partout, t'en as tout le temps. Enfin, je veux dire, là, je revoyais dans un autre registre par rapport à la sécurité, puisque ça peut parler aussi à tes auditeurs. En France, un type qui se fait cambrioler par 3 personnes, donc il est seul avec sa femme et ses gamins. Les 3 mecs débarquent chez lui, évidemment ils n'ont rien à foutre là. Et le gars avait fait des sports de combat, puis a priori avait bien calé dans sa tête aussi, donc il en a fait fuir 2. Il maintient au sol le 3e, il appelle les flics. Bon, ça prend quand même 20 minutes, hein, donc ils auraient tous eu le temps d'y passer pendant ce temps-là, mais bref. Et il se fait embarquer pour séquestration. Donc ils ont embarqué le cambrioleur et ils ont embarqué le mec pour séquestration. Bon, bah voilà, mais je veux dire, bon, tu vois, des trucs comme ça va te mettre en boule, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Tu vois, je veux dire, ça, on le sait, et ça continuera à aller dans ce sens-là. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont anxiogènes, c'est des choses qui te révoltent, c'est des choses... Alors, si ça te révolte et que ça te crée une énergie de colère, justement, que tu peux mettre au service de ta stratégie pour te sortir les doigts et puis mettre en place ce qui doit être fait, c'est cool. Si maintenant tu bois du noir et puis tu attends le prochain live pour discuter avec des mecs qui sont d'accord avec toi mais qui ne se passe rien derrière, ça ne sert à rien. On est d'accord. Exactement. Tu vois ? Donc il y a un gros travail à faire sur soi à la base, je le répète, pour justement s'affranchir de tout ça. Et puis voilà, ça fait naître des émotions en toi. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui agissent justement pour te manipuler, pour créer ces émotions. Hein. On a vu la notion de peur, comment elle a été manipulée pendant le Coco Circus. Ouais. Donc, une colère qui est, renfermée comme ça, c'est des gens qui subissent et c'est pas bon. Tu dois pas subir. Donc, tu dois agir. Et pour agir, c'est pas descendre dans la rue pour gueuler parce que, évidemment, la réforme des retraites, j'entends bien, mais ok, mais tout ça, on le savait. Et puis, il y aura encore pire. Donc, non, ça doit initier chez toi un sentiment de prise en charge personnelle.
avec la mise en place d'une stratégie qui, de toute façon, sera imparfaite. Oui, tu vas dans un pays étranger, tu es toujours l'étranger, il peut arriver plein de trucs. Ouais, mais bon, l'idée, c'est, comme tu le disais, c'est de gagner du temps parce qu'il peut se passer plein de trucs. Il peut se passer plein de trucs. Tout n'est pas contrôlé de A à Z. Voilà, je veux dire, on a affaire à des gens, je pense, hein, moi je suis pas dans ces cercles-là, ce sont des gens qui sont très intelligents, qui ont évidemment une moralité plus que faible, hein, on va dire ça, mais qui sont des opportunistes, qui savent rebondir, qui sont stratèges, qui sont justement pas pollués par des sentiments qui vont les limiter. Donc, ils peuvent très bien mettre en place un tas de trucs et puis utiliser des crises. Ah, il y a un adage qui dit « j'ai jamais laissé passer une bonne crise sans l'utiliser ». Donc voilà, c'est pas ils vont pas forcément créer une crise, mais ils vont utiliser cette crise comme une opportunité. Je pense que nous, en face, de l'autre côté, on doit agir de la même façon. Voilà, il y a des choses qui nous font réagir. Bon, bah, c'est une énergie qu'on met au service d'autres choses. Va courir, va faire des pompes, met en place une stratégie, commence à agir, vendre tes trucs, bouge. Et si c'est imparfait, bah, de toute façon, tu auras appris des choses, tu vas te repositionner ailleurs. Et puis voilà. Mais bon, on ne pourra pas non plus se barrer indéfiniment. Enfin, je veux dire, oui, la fuite, c'est Laborie hein, qui a fait cet ouvrage à l'éloge de la fuite, il a entièrement raison. En tout cas, je donne un exemple. Celui qui est. Si tu étais en Allemagne en 1933 et que tu n'aimais vraiment pas le régime nazi, si tu as commencé à faire de la lutte armée ou ne serait-ce que de dire non, etc., c'est quelque chose dont parle dans le temps d'Antigone, qui est un livre de l'auteur suisse Eric Werner. Tu risques de mourir en fait. Alors certes, tu meurs intègre, tu meurs de manière contre quelque chose auquel tu ne crois pas. Moi, je ne vais même pas dire bien, pas bien, c'est pas la question. Si tu combats de manière physique quelque chose qui est trop fort, certes, peut-être que tu as l'impression d'être dans le bien et d'être dans la supériorité morale de l'avoir faite, mais tu es mort. Si tu te retires dans la campagne, tu évites le service militaire, tu planques tes gamins de 18-19 ans, si tu arrives à tenir jusqu'en 1945, le système que tu n'aimais pas, il a disparu. Exactement. Donc, encore une fois, il faut savoir que les systèmes tyranniques, les systèmes dictatoriaux, depuis l'aube des temps, ne fonctionnent pas. Alors, les gens me disent, oui, mais alors, les rois. Un roi n'est tyrannique que jusqu'à un certain point, parce qu'il doit mettre en place un système. C'est pour ça que, fondamentalement, le système monarchique est pas mal, parce qu'il met de l'eau dans son vin. Alors après, de temps en temps, il y a des dérives. Alors, on pourrait dire, un système tyrannique, c'est le système qu'a mis en place Louis XIV, mais en fait, il était tyrannique surtout pour les nobles. Parce que la population... Bien sûr, il détenait, parce qu'il y avait une lutte de pouvoir interne. Donc, il avait très bien compris, notamment depuis la Fronde, qu'il devait... c'est pas les paysans hein, qui devaient tenir, c'était les nobles, la noblesse, bien évidemment. Alors certes, il les a écrasés d'impôts, les paysans et les autres, mais même le système tyrannique de Louis XIV, si on peut appeler ça une tyrannie, moi je m'en contenterais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Il a tenu 2 siècles, puisque c'est 1600 et quelques, son couronnement, jusqu'à la Révolution française. Alors après, ça a été remplacé par un autre système tyrannique, mais au fond, le 19e siècle en France, c'était un siècle assez tranquille, assez doux. Oui, et même le 20e siècle, c'était relativement doux. Donc, alors évidemment, il ne fallait pas se faire recruter pour aller faire Verdun, mais ça, à l'époque, les gens, il ne faut pas savoir qui se faisait avoir. C'est sûr. Et voilà. Il y a quelques questions, mais on les traitera dans un prochain live sur les systèmes. Il y avait des questions intéressantes. Je vous remercie d'avoir posé plein de questions, mais c'est vrai qu'on essaie de rester dans le thème. Et Emmanuel, je te remercie. Je rappelle ton livre Apocalypse 2030 qu'on peut trouver dans les bonnes librairies ou en ligne, et bien sûr tes autres livres. Et d'ailleurs, en cas de tyrannie, on a toujours celui, je ne sais pas si tu le publies toujours, toi, Éducation physique d'un détenu, ça s'appelle ? Oui, l'entraînement d'un détenu. L'entraînement d'un détenu. C'est un des premiers que j'avais lu. Et qui est très très bien. Avec ça, même sur quelques mètres carrés, vous pouvez quand même garder un esprit fort dans un corps affûté, malgré la prison. Donc ça peut servir. Exactement. Il y a toujours moyen, de toute façon, tu utilises. Enfin moi, quand j'ai fait l'armée, c'était pareil. Tu vois, j'avais embarqué toute la chambrée là. On était 14 là-dedans et ils nous avaient fait attendre.
voilà, on a attaqué l'entraînement, quoi. Je veux dire, tu fais des dips entre les lits, tu fais des pompes, tu fais des machins, plutôt que de rester allongé, d'être passif et d'attendre que ça se passe. Exactement. Donc, tu as toujours moyen de faire quelque chose. Le truc, si tu veux, c'est que la fuite, puisqu'on parle un peu de ça, tu vois, le repli stratégique, tu appelles ça comme tu veux, si il est initié comme une stratégie et que tu es ancré, toi, derrière, bah, c'est très bien. Je veux dire, tu gagnes du temps, c'est parfait. Et puis, tu vas vers quelque chose de lumineux. Pourquoi aller s'exposer, entre guillemets, dans la lutte armée, effectivement, où tu vas être écrasé tout de suite. Enfin, c'est ridicule, comme tu le dis. Et dans l'Allemagne nazie, bah ouais, les Juifs qui ont fini à Hollywood, ils étaient mieux que ceux qui sont restés en Allemagne, hein, ça c'est sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, le bémol que j'aimais, c'est qu'on a quand même une mondialisation qui est voilà, c'est d'un autre calibre, si tu veux. Avant, on traversait la frontière, maintenant, il faut en traverser plusieurs, hein, parce qu'on a des zones, c'est par zone économique. Ouais. Mais quand bien même, tu as toujours moyen de bouger, tu as toujours moyen de faire des choses. Le système, avant qu'il se durcisse complètement, enfin, on a bien vu même pendant la période du Coco Circus, ils ont réussi à maintenir les gens sur place par la peur du gendarme, par la peur tout court. Maintenant, quand tu voulais, tu pouvais circuler. Moi, j'ai traversé la France, voilà, hein, tu vois. J'ai pas ce qu'il fallait, machin, dans les conditions. Enfin, bon, bref, je vais t'en parler dans le public, mais voilà. Oui, après, c'est tout. Il faut être résolu, c'est tout, quoi. Et puis, il y a des endroits dans le monde, tu habites dans un de ces endroits qui ont cette, même sous l'époque soviétique, étaient soit tellement à la ramasse, soit tellement débrouillards qu'à la limite, ils s'en foutaient complètement de leur dictateur. Je ne me souviens plus le nom du dictateur qui avait en Bulgarie, qui avait son palais à Sofia, c'est rigolo à visiter, mais à la fin, bah, les gens, ils se débrouillaient quand même. Alors ouais, ils n'avaient pas la liberté, l'opulence, mais ils avaient quand même de quoi se débrouiller et la vie continuait. Ouais, ils vivaient, ouais. Aujourd'hui, moi, ce que je pense honnêtement, c'est que c'est difficile de trouver une zone parce qu'il y a effectivement la technologie, il y a tout ça, c'est difficile de trouver une zone où tu vas être en sécurité absolue. C'est pas. Moi, je pense que la population en général nous protège. Ouais. Elle peut nous protéger, c'est-à-dire c'est l'inertie de la populace. C'est des gens qui, moi je vois en Bulgarie, bon bah ils sont comment dire, c'est pas des violents, enfin je veux dire ils ont pas fait de révolution, machin. Mais bon, le gouvernement dit quelque chose, bon bah voilà, c'est une de main quoi, tu vois. Bah, ils vont faire un barbecue quoi. Ouais voilà, c'est ça, c'est bon. Si quand comme disait un copain qui vit là-bas aussi, il dit quand personne comment dire, quand personne obéit, personne commande, quoi, tu vois, voilà, bah c'est tout à fait ça, en fait. Exactement. Et donc, ça, moi, je suis, c'est pour ça que je suis extrêmement optimiste par rapport au monde dans lequel on va. Même j'ai une longue discussion, alors je ne veux pas faire un aparté parce qu'on a bientôt déjà 2 heures de discussion, mais j'ai une longue discussion ces derniers jours avec plusieurs personnes que je considère des gens très, très intelligents, et on parlait des intelligences artificielles. Et si sur évidemment, jusqu'à un certain point, elles vont remplacer énormément de boulot et elles sont clairement dans leurs applications des éléments technologiques qui vont bouleverser le monde du travail, la manière dont sont prises certaines décisions et itérations, etc. Moi, je suis très confiant et je suis même pour qu'on laisse ces intelligences artificielles prendre beaucoup plus d'ampleur parce que soit on est d'accord que quelqu'un d'intelligent va prendre des bonnes décisions, soit on pense que quelqu'un d'intelligent ne les prendra pas. Et par définition de l'intelligence, c'est prendre des bonnes décisions. Et surtout une machine qui sera moins justement émotionnelle et corruptible, etc. Une machine au sens, peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle me dira hey, oh, c'est toi qui m'as traité de machine il y a 10 ans. En revanche, il y a un élément justement dans cette intelligence qui fait qu'au bout d'un moment, un système géré par une machine intelligente va dire toi, toi, toi et toi qui êtes des corrompus, qui êtes des machins, c'est vous qu'on va dégager en premier. Donc moi, je n'ai pas de problème avec même les Terminators, parce que les Terminators, ils ne seront pas pour des gens normaux, ils seront pour des gens fous. Parce que par définition, l'intelligence, elle va dégager les gens fous. Et donc, on en avait conclu dans cette discussion que certaines communautés de gens très puissants
il faut en fait très vite mettre le haut là à ces intelligences artificielles et ces robots. Bah c'est ça. Parce qu'ils vont se faire dégager. Bien sûr, le bémol de tout ça, c'est que la nature humaine fait qu'on a une volonté de contrôle. Donc, si le contrôle échappe à ceux qui contrôlent, pour que ça aille, que ce soit dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans les mains d'une intelligence artificielle, ça va pas le faire. Ouais. Donc, pour l'instant, ça prolifère, mais bon, tu sais, ils juguleront le truc à un moment donné si ça va contre leurs intérêts. C'est évident. C'est un peu comme, l'histoire des crypto-monnaies. Quand tu écoutes l'interview de Christine Lagarde qui se fait piéger par les humoristes russes, là, et ils abordent le Bitcoin à un moment donné, elle ne répond pas là-dessus. Mais s'ils sortent leur propre monnaie numérique, si tu veux, aujourd'hui, on voit bien par leur action ce qui représente un danger pour eux. Le danger, c'est peut-être une initiative privée, comme en France avec l'ancien gendarme là, qui met en place une monnaie alternative, tu vois. Ça, c'est un peu dangereux pour eux parce que c'est comme le cash, ça échappe à leur contrôle. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir un contrôle total. Donc, pour l'instant, tout ce qui est crypto privé, ça les dérange pas. Donc, ouais, ça peut continuer. Donc, ils disent rien, mais on aura la réponse quand ils vont mettre vraiment en œuvre les CBDC là, qui vont commencer à sortir. Puis après, petit à petit, ils vont fermer les vannes du cash. Hein. Ça va pas prendre 2 mois, ça va se mettre petit à petit. Mais il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ils empêchent l'utilisation des cryptos, le Bitcoin et compagnie. Alors comment ils feront? Tu pourras pas changer. Il y aura une forme de contrôle d'échange tout simplement. Tu pourras pas changer ton Bitcoin contre $1 numérique ou contre €1 numérique, tout simplement. Et c'est déjà arrivé plein de fois, notamment dans les prisons, notamment dans les camps, notamment. Et à la fin, les gens, ils se sont démerdés quand même. Oui, c'est ça. Je dis pas, par exemple, que le Bitcoin va disparaître, mais ça restera peut-être une monnaie d'échange privée qui sera assimilée à du troc, si tu veux. Tu vois, ou ça restera dans un circuit où tu pourras pas le convertir. Mais comme je pense que ça fera avec peut-être à un moment donné l'or ou l'argent, les gens s'échangeront des pièces ou tu échangeras un poulet contre une douzaine d'œufs si tu veux vraiment pas rentrer dans le système de contrôle total. Parce qu'il y a toujours des monnaies alternatives, des échanges. Une monnaie à la base, c'est un vecteur qui permet d'échanger de façon, des biens et des services d'une façon normée, de façon plus facile. Mais à la base, tu peux très bien faire un échange. Enfin, je veux dire, tu échanges un service contre un bien, puis voilà, hein, l'État est hors circuit là-dedans. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui les gêne vraiment, je pense, c'est effectivement la circulation du cash et le contrôle total des gens par l'intermédiaire des échanges. Parce que si tu passes tous tes échanges par le numérique, là, on a un contrôle. On l'a vu de toute façon avec l'épisode des routiers au Canada. Voilà, c'est ça qui pend au nez de tout le monde. Hein. C'est que si tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, les comptes sont gelés. Là, tu vas vite rentrer chez toi. Hein. Si tu ne peux plus rembourser ta maison, nourrir tes mômes, mais toute contestation, c'est vite vu. Hein. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc voilà, l'idée, c'est le contrôle total. Bien sûr. C'est le contrôle total. Donc si on laisse proliférer les cryptos aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a aucun risque, puis ça habitue les gens au numérique. Maintenant, les monnaies alternatives, le truc à l'ancienne, quoi. Tu vois, voilà. Là, c'est difficile de contrôler. Par définition, le cash, c'est ce qui garantit la liberté. Hein. Si tu veux pas être... je l'avais vu la chaîne d'un ancien mec de la CIA là, sur YouTube et il disait ça, quoi. Je veux dire, voilà, tu veux disparaître de la circulation, tu t'installes dans une ville de moyenne importance aux États-Unis, mais conservatrice. Ouais. Voilà, tu trouves un boulot, tu utilises du cash, pas de téléphone portable. Alors, il faut Là, on parlait de discipline tout à l'heure, il en faut. Hein. Ouais. Mais c'est jouable. Si ta vie est en jeu, tu fais ce qu'il faut. C'est d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que pendant longtemps, au 19e siècle, mais encore aujourd'hui, le Far West, c'était un peu le lieu où les mecs qui étaient un peu ric-rac se barraient. Et encore aujourd'hui, en Russie, par exemple, en Chine, je pense que c'est plus compliqué. Mais en Russie, par exemple, aujourd'hui, c'est très connu, on dit que voilà, ça a des problèmes, tu pars au-delà de l'Oural. Ouais. Plus personne n'entendra jamais parler de toi et plus personne viendra te chercher. Parce qu'on considère que, voilà, t'es quelque part, tu te démerdes.
l'État n'a aucun intérêt ni envie de venir voilà, tu n'as pas payé tes impôts à Moscou, tu te pars et ils ne viendront jamais te chercher. Après, si tu reviens, la débauche de moyens, si tu veux, est trop importante pour récupérer 3 mecs, ils s'en foutent. Exactement. À partir du moment où le bétail reste dans l'enclos, si tu veux. Alors, c'est un peu différent de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où on allait récupérer des mecs qui faisaient une randonnée avec des drones, des hélicos et tout ça. Mais ça, c'était une démonstration de force pour apeurer tout le monde. Mais dans l'histoire, on a toujours vu, tu as toujours des zones de non-droit, comme ça, comme tu le dis, le Far West. Il y aura toujours des zones comme ça qui seront un peu, bon, voilà, il y aura. Exactement. Donc, il y a toujours d'espoir de toute façon. Voilà, je pense qu'il faut le prendre comme un challenge. Voilà, c'est tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On est lancé, hein. On est lancé dedans. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup, Emmanuel. J'aime bien cette formule. J'aime bien cette formule et j'espère que ceux qui nous l'écoutent, laissez vos commentaires. J'espère que vous avez aussi apprécié cette nouvelle formule qu'on essaye depuis quelques temps, pas que ce soit tout le temps moi qui papote. De temps en temps, je reviendrai tout seul, mais j'aime bien inviter des amis, des gens qui ont des choses pertinentes à dire. Faites-moi savoir si vous voulez de Michel Drac en live un de ces soirs. En tout cas, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour les infos, les livres, la chaîne YouTube et les formations d'Emmanuel. Elles sont vraiment excellentes. Elles valent la peine. L'année dernière, vous avez été nombreux à les plébisciter. J'espère que vous serez encore nombreux cette année. Et à très bientôt. Et comme toujours, préparez-vous. Ciao à tutti. Merci Pierrot. Merci Emmanuel. Ciao, ciao.